Responsable du secteur argumentaire du parti de gauche. Nous sommes nombreux ce soir, donc merci à vous. Pour répondre à la question faut-il faire sauter Bruxelles ou faut-il brûler Bruxelles, nous avons le bonheur et la joie d'accueillir trois, ce que je me permettrai d'appeler intellectuels de la gauche exigeante. Donc Jacques Généreux, économiste du parti de gauche et best-seller des livres et des manuels d'économie, qui sort un nouveau livre début mai. C'est Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde. Même à Manuel Valls. François Ruffin, journaliste, dictateur en chef de Fakir, que vous connaissez sans aucun doute, journaliste à la base si j'y suis, qui est l'auteur notamment du livre qui nous regroupe ce soir, Faut-il faire sauter Bruxelles, qui publie aussi, justement, et ça va être la présentation de mon troisième intervenant, Pauvre actionnaire, 40 ans de discours économique du Front National passé au crible, avec un entretien d'Emmanuel Todd, qui est donc notre troisième intervenant, que je ne présente plus, mais peut-être un peu, démographe, anthropologue et critique acerbe de nos institutions européennes. Le débat, nous proposons, s'organisera en trois parties. Une première partie où chaque intervenant fera une intervention d'une dizaine de minutes sur le pourquoi faut-il brûler Bruxelles, parce qu'ici je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faut bien le faire sauter. Et ensuite une deuxième partie où les intervenants échangeront sur le comment et après, si on arrive à le faire sauter. Et enfin, nous prendrons des questions de la salle. Donc je propose de donner la parole d'abord à ma gauche à François Ruffin. Sauf si Manuel Todd veut commencer. Bonjour. Alors, François ne veut pas commencer. Je viens. C'est 10 minutes, c'est ça 10 à 15 minutes. Tu es le moins bavard des trois. Ouais. Tu as le droit. On va voir si ça se vérifie. D'abord, merci pour quand on est invité comme ça à un endroit, ça veut dire qu'il y a un travail invisible qui a été effectué en amont du moment où je fais l'intervention, de réservation de la salle et ainsi de suite, de collage d'affiches, et merci pour avoir effectué ce travail. Ensuite, en fait, j'ai pas envie de répondre à la question faut-il faire sauter Bruxelles, parce que la réponse elle est relativement évidente pour pas mal d'entre nous. Je citerai comme ça un agriculteur qui s'est retrouvé à la Commission européenne pour essayer de se comprendre ce qui se passait sur son marché, qui est le marché des arbres fruitiers, de l'abricot, et qui, visitant un certain nombre de personnes, rendant visite à un certain nombre de personnes à la Commission européenne, s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai les petits soldats de Milton Friedman. Et vraiment, c'est le sentiment qu'on a, moi, pour avoir pu rencontrer un certain nombre, y compris de parlementaires, voire de membres de la Confédération européenne des syndicats, c'est que, dans un certain consensus, le libéralisme est admis par un petit peu tout le monde. Et quand on regarde l'histoire des traités, enfin l'histoire de l'Union européenne, au fond, qu'est-ce que l'histoire de l'Union européenne? C'est l'histoire de ces traités, aujourd'hui pour l'instant. C'est l'histoire du traité de Rome, c'est l'histoire du traité de Maastricht, c'est-à-dire que c'est l'histoire faite par de supposés grands hommes qui viennent signer des traités. À la différence, c'est un truc que je signale dans l'entretien avec Geoffrey Goens, que vous pouvez avoir entre les mains, à la différence de ce qui se passe pour l'histoire de France. L'histoire de France n'est pas faite que de traités, que de décisions prises par les grands hommes, elle est liée aussi à des mouvements de surgissement du peuple sur la scène de l'histoire. Et je pense que, au fond, la question que je souhaite poser ici, et qui est liée à l'histoire de l'Union européenne quand même, c'est comment remettre l'histoire en marche. Il me semble que c'est le grand problème qu'on a, c'est que depuis, en fait, je considère que l'histoire s'est arrêtée au mois de mars 1983, avec la décision de François Mitterrand et de Pierre Mauroy de ne pas sortir du système monétaire européen, de dire que le protectionnisme c'était quelque chose de pas bien, et là se prend une décision grave. C'est à ce moment-là que s'arrête l'histoire. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que s'adapter. On ne fait que s'adapter à la concurrence étrangère,
il faut renforcer notre compétitivité. J'avais préparé un dossier que j'ai finalement pas publié dans ce Fakir tellement il était décourageant. À quel point l'histoire se répète. Vous savez, ce que dit Marx, la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. Ben, on est dans la farce tranquille aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous trouvez sur la désindexation des salaires en 1983, vous avez l'impression que c'est le discours de Hollande aujourd'hui. Ce que vous trouvez sur ce que raconte Barroso aujourd'hui, c'est ce que raconte Delors en 84. Il y a une espèce comme ça de répétition ou de continuité de l'histoire qui fait que on aurait fait entre Bérégovoy, Balladur, Juppé, éternellement, on devrait s'adapter et aucun progrès n'est possible dans le cadre d'une Union européenne qui nous impose d'être la concurrence libre et non faussée avec les pays de l'Union européenne, mais également, autre chose, la libre circulation des capitaux et marchandises, y compris avec les pays tiers. Alors on a pu espérer, face à cette histoire où finalement on ne fait que éroder les salaires, on ne fait que éroder la justice fiscale, on ne fait que éroder les normes environnementales, on aurait pu espérer que la crise de 2008 vienne apporter comme une possibilité de dire, ben voilà, ça ne marche pas, et d'ailleurs c'est ce qu'ils sont tous venus dire eux-mêmes. Ils sont venus se battre la coulpe, les libéraux sont venus se battre la coulpe en direct en disant non, c'est pas possible, on a été trop loin, on a mené les pays à la catastrophe et ainsi de suite. Au moment où se déroule la crise de 2008, je me souviens moi du printemps 2009, le slogan dans les rues c'était « Nous ne payerons pas leur crise ». C'est-à-dire que ça n'avait aucun sens. C'est qu'on est entré dans la crise en n'ayant pas de proposition de ligne claire sur le terrain des banques évidemment, mais aussi sur le terrain de la monnaie, et également sur le terrain de la production et de la protection commerciale. Et ma crainte aujourd'hui, 6 ans plus tard, c'est qu'au fond la gauche critique, à laquelle moi je considère appartenir, n'a toujours pas réglé ses problèmes sur ces 3 points, c'est-à-dire le défaut de paiement éventuellement, sur qu'est-ce qu'on fait de la monnaie, et qu'est-ce qu'on fait de l'ouverture des frontières sur le terrain commercial. Ces questions-là n'ont toujours pas été réglées dans la gauche critique. Au contraire, l'Europe, qu'est-ce qu'elle a vu là? J'ai fait une interview de Jean-Claude Trichet à l'époque, puisque je m'étais rendu à Francfort. Elle a vu dans la crise une fenêtre d'opportunité. C'est lui qui m'expliquait ça. Ça a été une fenêtre d'opportunité. Pourquoi? Pour avoir davantage de pouvoir. Il y avait quand même une inquiétude, c'était qu'au fond, à la fois le déficit public était supérieur à 3% et l'endettement public était supérieur aux 80% stipulés par le traité de Maastricht. Et donc du coup, 60, c'est 60 ou c'est 80 60, oui, on est à 85, même en Allemagne on est à 85%. Et donc plus aucun pays c'était comme si la rivière avait débordé de son lit sur ces 2 points, sur le déficit public et sur l'endettement public. Et pourquoi? Parce qu'il avait fallu, entre autres, sauver les banques. C'est-à-dire que la rivière avait débordé de son lit du fait de leur propre logique. Donc il avait fallu à ce moment-là, à tout prix, ramener la rivière dans son lit. Ça a été quoi? Ça a été une série de traités successifs, TSCG et ainsi de suite. Alors, quand on a décrit tout ça, quand on voit le carcan qu'est l'Union européenne, quand on s'y rend, ça devient physique. Vous savez, quand à l'entrée du Parlement européen, vous avez une plaque qui unit, qui lie d'amitié les lobbies et les parlementaires européens, quand vous avez Jacques de Larosière, qui est donc le responsable du principal lobby bancaire en Europe, à qui Manuel Barroso demande de faire un rapport sur l'orientation, la loi de l'union bancaire en Europe, c'est-à-dire que finalement, moi je dis, c'est comme si on confiait une loi de réglementation de la police à Al Capone, quoi. Et quand ça se passe au vu de tout le monde, quand les socialistes européens s'en disent tout à fait satisfaits, et quand vous allez interroger une socialiste européenne, là c'était Elisa Ferreira du Portugal, et qui vous dit que c'est pas grave si dedans il y a Goldman Sachs, si ils organisent des séminaires pour prévoir l'union bancaire avec les parlementaires, s'il y a Goldman Sachs, s'il y a Natixis, s'il y a tous ces gens-là, c'est très bien, ça fait partie de la démocratie européenne. Vous comprenez que tout ça marche sur la tête. Donc le problème, c'est quel est le moyen de reprendre en main notre destin commun. Et je pense que pour remettre l'histoire en marche, il y a malheureusement un frein qui est un frein à gauche. C'est-à-dire que si, comme je le raconte dans Pauvres actionnaires, le discours de la gauche critique,
c'est d'un discours de « on va changer l'Europe, on va sauver l'Europe, on va transformer l'Europe » et que rien n'apparaît, là il y a un gros souci. Moi je me souviens de mes copains qui revenaient de Copenhague, vous savez quand il y a eu un sommet sur l'environnement à Copenhague, et qui étaient vachement tristes parce que les gouvernements de la Terre entière ne s'étaient pas donné la main pour sauver la planète tous ensemble, quoi. Je leur demandais, moi, mais quand est-ce que l'histoire a fonctionné comme ça? Imaginez 1789 aujourd'hui. Mirabeau sort pas de la salle du Jeu de Pommes en disant « nous ne sortirons d'ici que par la force des baïonnettes ». À la place, qu'est-ce qu'il fait? Il entend le peuple, il y a eu le 14 juillet, il y a la grande peur et tout ça, et il dit « bon, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire ?» Moi, ce que je vous propose, c'est que vous voulez la démocratie? Une république? Bon, écoutez, avec la Prusse, avec la Russie, je suis pas sûr que ça va passer. On peut peut-être aller discuter avec l'Angleterre. Avec le Royaume d'Espagne, ça va être compliqué également. Faut voir ce qu'on peut faire. Vous imaginez qu'à ce moment-là, la grande révolution démocratique de 1789, elle n'aurait jamais eu lieu. S'il avait fallu que tous les pays s'entendent pour faire ce pas démocratique en avant. Mais imaginez 1936 aujourd'hui. Léon Blum sort, il y a du monde dans la rue. Vous avez l'air fatigué. Des congés payés. Non mais vous avez bien le droit d'aller faire du tandem sur les plages, je comprends, moi aussi j'ai envie de souffler de temps en temps, je comprends bien vos aspirations. Les 40 heures. Alors là, je vous dis tout de suite, les 40 heures, ça va poser un souci de compétitivité. Hein. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez, on se réunisse avec tous les socialistes européens. Hein. Au niveau du Parlement, on va peut-être réussir à proposer un amendement à la Commission européenne, et puis on verra si d'ici 2, 3, 4 ans, l'amendement est accepté dans une loi d'orientation qui sera présentée au Conseil des ministres. Vous voyez un peu la manière dont est arrêtée l'histoire, parce que ça veut dire que les progrès sociaux du XXe siècle, dans ce cadre-là, avec la concurrence des salariés roumains, allemands, polonais et extra-européens, chinois, indiens, ces progrès sociaux sont inexistants. Et bien, je dirais que de la même manière, pour l'exigence, donc pour moi la révolution démocratique n'est pas terminée, la nécessité du progrès social, on est loin de la fin, mais s'y ajoute la nécessité d'une révolution écologique, qu'on appelle ça comme on veut, mais enfin de décisions lourdes à prendre sur ce terrain-là. Comment espérer que tous les gouvernements de la planète, ou ne serait-ce que les 28 gouvernements européens, quand on voit que dans leurs fondements, sur les fonds baptismaux, il y a cette concurrence libre et non faussée, il y a cette espérance d'aller vers moins de barrières douanières, et le TAFTA n'en est que le prolongement. Hein. Comment espérer qu'il y a une transformation de ces 28 pays en même temps, ou de cet ordre mondial en même temps? Pour moi, c'est là, de la part de la gauche, une manière d'arrêter l'histoire. Quand est-ce que ça s'est produit comme ça dans l'histoire? Quand est-ce qu'une seule fois dans l'histoire ça s'est produit comme ça? Moi, je pense que là, il y a une mauvaise lecture de ce que peut être l'internationalisme. Parce que l'internationalisme, c'est pas d'espérer que l'étincelle s'allume partout en même temps. Qu'une étincelle s'allume dans un pays constitue un miracle. Que le peuple, à un moment, décide de sortir de sa résignation, c'est un miracle. Comment espérer que ce miracle se produise dans 28 pays en même temps? Ou dans une majorité des pays en même temps? Non. Pour moi, c'est pas comme ça que peut se produire la contagion. Il faut penser contagion, justement. C'est que ça se produit à un endroit, et éventuellement, derrière, il y a un entraînement. Il y a d'autres pays qui se disent, bah oui, mais s'ils font comme ça, pourquoi nous on ne ferait pas comme ça? Ça produit des idées. C'est ce qui s'est passé avec 1789 en Europe, même si ça a mis un siècle. C'est ce qui s'est passé avec les progrès sociaux. Il ne s'agit pas de faire des cocoricots tout le temps, puisque c'est plutôt l'Allemagne et l'Angleterre qui ont éventuellement été plus en avance que la France sur ce terrain-là. Alors, je pose une dernière question, enfin une autre question, qui est un débat qu'on a eu avec parfois 10 années de décalage avec Emmanuel Todd. J'étais très content de son bouquin L'illusion économique, dans lequel il disait finalement la France peut. Vous voyez, il veut dire que je n'ai rien écrit d'intéressant depuis 1998. Enfin, en 98, en 98, mais en fait oui. En 98, que dit Emmanuel Todd? Il dit, voilà, la France peut.
qu'elle le fasse, et derrière, ça produira un choc en Europe, ça produira un choc dans le capitalisme, et donc il y a des possibilités nationales de sortir de ça. Et je l'invite à Amiens pour qu'il vienne redire ça. Il y avait 10 ans qui s'étaient écoulés, c'était en 2008. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est possible qu'au niveau européen. Alors là, j'étais vachement déçu, je l'invite pour pas qu'il dise pas ça, quoi. Et donc on en discute, c'est long, on a des discussions, d'abord on avait bu du punch à Amiens. Et on en discute. J'en recommande. Hein. Le punch Picard, le célèbre punch Picard. Donc on avait bu du punch et donc on fait un numéro sur qu'est-ce qui est possible de la transformation. Alors je lui dis, mais le Venezuela. Regardez, le Venezuela, c'est rien. Il est cruel parce qu'il sent bien qu'à mon âge, maintenant, j'ai atteint le stade où je me souviens très bien de tout ce qui s'est passé avant l'âge de 15 ans. Mais dans la période intermédiaire, je rame. Alors vas-y. Le Venezuela. Qu'est-ce que c'est que le Venezuela sur la planète? Avant Chavez, ça n'est rien du tout. Ça ne compte pas dans l'ordre mondial. À partir du moment où ce pays dit non, il compte dans l'ordre mondial. Le week-end dernier, je joue au football à l'association sportive du foyer rural de Rimont-Furan, section football, équipe B. Vous voyez un peu le niveau. Le week-end dernier, je me suis pris un mauvais coup, samedi dernier, et je suis blessé à la cheville. Depuis samedi, je ne pense qu'à ma cheville. Pardon ? Là, le suspense c'est intolérable. L'ordre mondial... Vous allez voir, quand je vais vous parler de mon arthrose, ça va dégager. L'ordre mondial, c'est ça. Voilà, j'ai ma cheville qui me fait mal et que je ne pense qu'à ma cheville. Qu'est-ce que c'est l'ordre mondial? C'est la même chose. L'ordre mondial pense là où il a mal. Et... Oui. Métaphore christique. Qu'est-ce que c'était la Guadeloupe pour la France? Un petit caillou perdu au fin fond des Caraïbes. Mais à partir du moment où la Guadeloupe dit non, on pense à la Guadeloupe et ça fait penser la France. Et ben je pense que fondamentalement, donc se poser la question de savoir si la France est trop petite ou si elle est trop grande, moi je pense que il y a une possibilité de rouvrir une brèche. Et je dirais pour conclure, donc tu vois, il n'y a même pas besoin de me mettre 3 minutes, je dirais pour conclure que tout ça pour moi c'est même pas de la politique. Je veux dire, le choix de reprendre en main l'outil monétaire, de reprendre en main des choix commerciaux, de mener à nouveau une politique industrielle, ça n'est même pas de la politique, ce sont juste les conditions qui permettent que la politique existe de nouveau. Ce qu'il y a, c'est que depuis 30 ans, la politique n'existe pas. On s'adapte, c'est tout. On s'adapte à la compétitivité, on s'adapte à la concurrence, et la politique n'existe pas. Et je dirais que c'est ensuite peut-être que, par exemple avec Emmanuel Todd, une fois que ces conditions pour faire de la politique seront remplies, qu'il y aura des divergences notables qui apparaîtront. Par exemple, moi, si l'objectif, je vois hier le débat au sein des députés européens, des députés socialistes sur le pacte de responsabilité, ceux qui votent contre parce que ça va casser la croissance. Moi, je pense que je suis dans une perspective d'autre chose que la croissance, qui est peut-être pas le cas d'Emmanuel Todd. Mais avant que ces conditions soient remplies pour faire de la politique, pour opérer des choix industriels, pour opérer un certain nombre de choix, je pense qu'il y a un accord qui est possible. Voilà, et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup François pour avoir justement dressé les conditions de la politique se basent sur la souveraineté populaire. Et je laisse maintenant la parole à Jacques Généreux. Intérêt avec lyrique. Hein. Certainement, avec lyrisme, j'en doute pas, nous parler de souveraineté économique et de perspective. Il faut alterner les plaisirs. Donc, on va faire tous pareil. Et moi, je me suis en bonne santé. Je suis désolé. Voilà. Heureusement, hein, il en faut des combattants en bonne santé. Alors, je vais quand même revenir sur la question, puisqu'on nous la pose, je suis discipliné, c'est mon côté prof. Même si en réalité on est tous d'accord pour l'essentiel sur le diagnostic, mais là où il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire, je pense, ou à expliquer sur la question pourquoi il faut faire sauter Bruxelles, c'est surtout de bien comprendre pourquoi plus rien ne peut changer maintenant autrement que par une forme quelconque d'explosion ou de choc.
Et donc ça, on va pas refaire l'inventaire de ce qui déconne dans cette construction, de ce qui va pas, de ce qui est épouvantable, etc. On le sait. Mais pourquoi ils sont bloqués? Parce qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que ça va pas. Et il faut sortir d'une manière ou d'une autre de la situation dans laquelle est l'Europe. Et ça, même tous les gouvernants qui sont responsables de cette situation en conviennent. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas en sortir. Et donc, je voudrais, moi, m'arrêter là-dessus. C'est-à-dire, quelle est la nature du blocage et pourquoi, en effet, il n'y aura pas d'issue autrement que par un choc politique. Alors, cela vient de ce que les principales forces politiques en cause dans cette construction, que sont la social-démocratie européenne et la droite, disons, pro-européenne, se sont mutuellement piégées, prises dans un piège, chacune croyant au départ piéger l'autre. Quand on est arrivé au moment clé, au tournant clé dans cette construction européenne, qui est les années 80, le milieu des années 80, quand la vague néolibérale envahit le monde et où l'Europe fait le choix de l'accentuation de la libre concurrence, fait le choix de la libéralisation de la finance pour s'aligner sur les États-Unis, sur la City anglaise, etc. Et qu'ensuite on engage la marche vers Maastricht, c'est à ce moment-là que se nouent les clés du piège. D'un côté, on a des gouvernants qui ne peuvent plus en Europe pratiquer des politiques économiques autonomes, indépendantes, du fait de leur interdépendance financière, commerciale, et du fait de la forte spéculation sur les taux de change. Et donc ils n'arrivent plus à stabiliser les taux de change parce qu'ils ont fait le choix de la libéralisation des mouvements de capitaux et de la finance. Parce que le problème n'existe pas quand vous avez un contrôle d'échange et quand vous avez un système de contrôle des mouvements de capitaux où l'État décide quels sont les instruments financiers qui sont autorisés, quels sont les instruments interdits, etc. Mais à partir du moment où on a fait le choix de cette libéralisation de la finance, il n'est plus possible pour les banques centrales des pays européens de résister à la spéculation contre les taux de change. Et donc on est dans une situation, à la fin des années 80, où ce sont les marchés financiers qui dictent les politiques économiques. Et certains s'en réjouissent, mais la plupart des gouvernements ne s'en réjouissent pas tout à fait. Et la situation atteint son comble avec la réunification de l'Allemagne après 90, quand l'Allemagne fait une politique de lutte contre l'inflation qui est en train de s'installer du fait de sa réunification, alors qu'un certain nombre de ses voisins, dont la France, auraient besoin au contraire de politiques plus monétaires, plus laxistes. Et donc on se retrouve à ce moment-là dans une situation où les pays ont le choix, soit faire la même politique de l'Allemagne et donc pratiquer les mêmes taux d'intérêt pour défendre leur taux de change, et donc pratiquer la même politique économique que l'Allemagne, soit sortir du système monétaire européen de l'Europe, accepter des dévaluations à répétition de leur taux de change pour pratiquer une politique monétaire et une politique économique indépendante. C'est dans ce contexte-là que va se négocier et va se nouer le piège, en quelque sorte, de Maastricht. En passant à la monnaie unique, pour des motifs différents, mais au moins pour deux types de motifs. La monnaie unique, pour les néolibéraux, c'est l'instrument, c'est l'étape d'après, c'est l'instrument idéal pour achever le modèle social européen. Ils se disent, à partir du moment où les États, on leur a retiré l'usage de la politique monétaire, ils n'auront plus de politique monétaire autonome, ils ne pourront plus créer de monnaie, ils ne pourront plus financer leur déficit public avec leur banque centrale, ils ne pourront plus décider des taux d'intérêt. On leur supprime le taux de change puisqu'il y a monnaie unique, donc ils ne pourront plus agir sur le taux de change pour dévaluer, par exemple. Donc il va leur rester quoi ? Il va leur rester la politique budgétaire, hein, les impôts, les dépenses publiques. Ah, mais là aussi, on va mettre le pacte de stabilité, on va introduire des limites. Alors du coup, pour les États qui seront un peu en difficulté, en retard, ou qui auront un problème de compétitivité, qu'est-ce qu'il leur restera pour affronter la concurrence ? Eh bien, ce sera le dumping fiscal et social, c'est baisser les charges, comme on dit, baisser les impôts, baisser les salaires. Super, c'est ce qu'on veut. Donc, par le biais de la monnaie unique, en bloquant la souveraineté des politiques économiques, on va forcer cette transformation du système social qu'on n'arrive pas à faire politiquement au plan national. Et le pompon, évidemment, c'est que pour qu'on soit sûr que ça aboutisse à ce résultat, ce sera le choix de faire l'élargissement de l'Europe à l'ensemble des pays d'Europe de l'Est, sans aucune espèce d'approfondissement
institutionnel, sans aucun effort de solidarité à la hauteur pour permettre à ces États de nous rattraper, de manière à ce que, comme le disait à l'époque très cyniquement Bolkestein, à l'époque commissaire européen, eh bien ces pays nouveaux entrant dans l'Union européenne ont les moyens d'être compétitifs, ils ont des bas salaires, ils ont un bas niveau de protection sociale, de normes, ils ont les moyens d'être compétitifs. Donc là c'était clair, c'était le projet. En face, et moi j'en étais, puisqu'à l'époque j'ai voté oui, j'étais pour le oui au traité de Maastricht et pour la monnaie unique, donc je faisais partie de ces, et fait partie de ces socialistes qui je suis toujours européen, je suis pas au Parti socialiste, mais je suis toujours pro-européen, de ces gens qui croyaient, comme beaucoup dans la social-démocratie européenne, qui voyaient bien tous les inconvénients, et ils voyaient bien le piège qui était tendu par la droite et les néolibéraux en Europe. Mais en même temps, il paraissait raisonnable à ce moment-là de dire non, mais c'est nous qui tendons un piège aux néolibéraux, puis on verra bien dans le rapport de force qui va gagner, à savoir que le modèle social européen qui est bien installé ne peut pas disparaître comme ça. Les populations en Europe, en tout cas occidentales, n'accepteront pas que le mode d'ajustement aux difficultés de fonctionnement de la monnaie unique ce soit la baisse des salaires, le saccage de la sécurité sociale. Et donc, quand on verra ces dysfonctionnements, la difficulté qu'il y a à fonctionner en monnaie unique, eh bien ça obligera, comme ça avait toujours été le cas dans l'histoire de la construction européenne, ça obligera à de nouvelles négociations pour de nouvelles avancées. Et quand le rapport de force à gauche sera là, présent en Europe, s'il y aura suffisamment de gouvernements socialistes et social-démocrates en Europe, eh bien on pourra apporter les compléments, le traité social, la convergence sociale et fiscale, qui permettrait du coup à une monnaie unique de fonctionner pas trop mal. Donc c'était ça, chacun espérait piéger l'autre. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Dans un premier temps, à partir de la fin des années 90, et donc pendant toutes les années 2000, il est apparu que, apparemment, les néolibéraux avaient gagné. Et ils avaient gagné pourquoi? Non pas parce qu'ils avaient mené la bataille, mais parce que, Ruffin l'a dit tout à l'heure, parce que la gauche avait arrêté de la mener. Car il se trouve que la gauche a été au pouvoir majoritaire dans 13 pays sur 15, c'est quand même pas mal, dont les plus grands pays, dans l'Union européenne, à l'époque, à la fin des années 90. Et c'est le moment où on négocie le traité d'Amsterdam. C'était le bon moment pour compléter ce qui n'allait pas dans le traité de Maastricht. C'est le moment où Lionel Jospin a promis qu'il ne signerait pas ce traité si on n'obtenait pas ceci, cela. C'était pas la première fois qu'on le faisait, mais ce sera pas la dernière. Va à Amsterdam, n'obtient rien du tout et signe quand même. Donc la messe est dite, c'est-à-dire que même quand toute l'Europe est gouvernée par la gauche, on n'ajoute pas un iota de convergence sociale et de convergence fiscale dans le traité européen. Donc les néolibéraux ont gagné. Ils ont gagné pourquoi? Parce qu'ils ont gagné dans les têtes de la gauche et des gouvernements de gauche européenne. Ce n'est pas la droite qui a installé l'Europe néolibérale dans laquelle nous vivons, c'est la gauche européenne qui a installé cette Europe néolibérale. Et donc le piège est là. Alors maintenant, dans quel piège on est? C'est qu'apparemment, les néolibéraux pensaient avoir gagné. Sauf qu'ils n'ont pas gagné. Parce qu'ils n'ont pas réussi à détruire le modèle social européen. Et il y a eu de gros coups de griffe. Il y a eu des attaques. Et je vous entends protester, évidemment, parce que quand on est soit soi-même victime, soit du côté de ceux qui combattent aux côtés des victimes, on voit bien le mal qui a été fait, mais si vous regardez d'un point de vue global et comparez le système social français au système social américain, et vous allez comprendre ce que c'est, ce que veut dire le fait que notre système social n'a pas été détruit. Il a été entamé, il n'y arrive pas. Ça fait 30 ans qu'ils essayent, je suis désolé, ils n'y arrivent pas. Ils arrivent, ils le grignotent. Hein, ils font tomber des petits bouts et des pans, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe, c'est que les États, n'ayant pas la capacité politique, évidemment, au risque de provoquer l'émeute, n'ayant pas la capacité politique de s'attaquer réellement au modèle social qu'ils critiquent, ont fait, depuis 20 ans, comme vous savez, des déficits budgétaires, de la dette publique. Et dans cette Europe de la monnaie unique, ils espéraient que la surveillance des marchés financiers éviterait qu'il y ait un dérapage des finances publiques.
Car autrefois, il y avait la surveillance sur le marché d'échange des spéculateurs. Cette surveillance a été supprimée par la monnaie unique. Mais on avait pris le soin de dire que les États n'ayant plus la possibilité de recourir au financement auprès de leur banque publique ou de leur banque centrale devraient aller sur le marché financier. Donc ils seraient sur la surveillance des marchés financiers. Mais les marchés financiers ne surveillent rien du tout. Ce n'est pas un service public, les marchés financiers. Ils ne sont pas là pour empêcher qu'un État aille à la faillite. Ils sont là simplement pour spéculer au moment où il est au bord d'y être, pour se faire des couilles en or en spéculant contre les dettes publiques. Résultat, ce mode de surveillance n'a absolument pas fonctionné, et aujourd'hui vous avez des gouvernants, de gauche comme de droite, qui se retrouvent, gros gens comme devant, dans un système où ils comprennent bien que maintenant, en plus avec la crise financière et donc l'explosion des dettes publiques associées à cette crise financière, la surveillance des marchés financiers ne sert à rien. Elle n'empêche pas un État d'aller à des déficits publics jusqu'à n'importe quel niveau et à un niveau d'endettement public jusqu'à n'importe quel niveau. Donc elle n'empêche pas la faillite d'un État puisqu'on interdit à cet État de recourir à sa banque centrale pour éviter la faillite justement et pour financer ses biens publics. Or le problème, c'est qu'on peut dire on s'en fout qu'un État soit en faillite et n'arrive plus à payer sa dette, après tout il n'a qu'à plus la payer. Le problème c'est que s'il la paye plus, eh bien, il met en difficulté des banques, c'est-à-dire des banques allemandes, des banques françaises, qui à leur tour vont mettre en difficulté d'autres banques. Donc, ils sont tous couillonnés, en quelque sorte, si vous voulez, ces gouvernants, parce qu'il y a une fragilité financière du système financier européen qui vient de ce que n'importe quel État qui fait n'importe quel niveau de déficit public et de dette publique peut menacer la sécurité financière de l'ensemble. Donc, ils savent qu'ils doivent sortir de ce truc-là. Mais pourquoi on ne peut pas en sortir? C'est quoi les issues possibles? Puisque le problème, pour eux, les néolibéraux, de droite comme de gauche, le problème c'est la souveraineté budgétaire. Voilà. Le seul truc qu'on a oublié de supprimer à Maastricht, dans les instruments de politique économique, c'était la souveraineté budgétaire. Donc là, ils ont compris que c'était ça le problème. Il ne suffisait pas de leur supprimer la monnaie, les taux d'intérêt, il fallait tout leur supprimer. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'État-nation, il faut supprimer aussi la souveraineté budgétaire. Et donc c'est la voie dans laquelle ils s'engagent, par exemple avec le TSCG, c'est dire on va aussi supprimer la souveraineté budgétaire. Maintenant, c'est un État européen qui va décider des budgets, qui va contrôler les budgets. Bon. Évidemment, c'est une impasse. Ils ont signé le traité, il est ratifié, il ne sera jamais appliqué. Ça n'a aucune espèce de sens. Aucun État ne pourra pratiquer ça. Donc ça, c'est une impasse totale. Les seules conditions dans lesquelles ça peut fonctionner, c'est une dictature. Bon. Donc ça ne peut pas fonctionner. Enfin une solution. Donc, alors voilà. Mais, donc, enfin des propositions. Absolument. Donc ça ne marchera pas. Alors qu'est-ce qui reste? Alors, il y a l'autre option, c'est le statu quo. Mais le statu quo, c'est la crise financière à répétition. C'est-à-dire, on n'en sort pas, on reste dans l'enlisement actuel, et les États ont déjà épuisé pas mal de leur marge de manœuvre. S'ils ne s'attaquent pas à la finance, s'ils ne s'attaquent pas à la spéculation, les mêmes types de crises sont susceptibles de s'aggraver et de se répéter sans cesse. Donc, de toute façon, ça ira à la catastrophe et à l'éclatement général de la zone euro et même de l'Union européenne dans de telles conditions. Alors, la troisième possibilité, c'est évidemment le RAN, qui avait peut-être un sens il y a 15 ans, il y a 20 ans, dans 30 ans. C'est le rêve européen qui reste encore dans quelques têtes d'écologistes, de socialistes égarés, aux esprits fumeux. C'est la belle Europe. La belle Europe, celle à laquelle je croyais en 90-92, qu'on pourrait construire quand il y aurait une majorité de gauche. C'est-à-dire, on va faire de la convergence sociale, on va faire de la convergence fiscale. Oui, pas de problème, je m'en veux pas plus. On va compléter de cette manière-là. Donc on va arrêter de faire de l'austérité, vous voyez, c'est fantastique, hein, c'est le nouveau slogan de campagne hallucinant et honteux du Parti Socialiste dans la campagne des Européennes, disant contre l'austérité de Bruxelles, un autre vote permettra une autre croissance. Ils se présentent comme les champions de la lutte contre l'austérité européenne, mais c'est indigne, je veux dire, bon, peu importe. Mais, donc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'Europe sociale. L'Europe de la convergence sociale et fiscale. Le problème, c'est qu'il y a peut-être quelques gouvernants qui sont intéressés par ça. La plupart des gouvernants et des gouvernements n'en veulent pas, évidemment, puisque ceux qui sont au pouvoir et qui nous ont plantés dans cette situation sont ceux qui précisément voulaient éviter à tout prix cette orientation de l'Europe. Donc cette voie n'est pas possible. Mais on peut la penser sur le papier, mais elle n'est pas possible. Et elle n'est même pas possible
même si les gouvernants étaient d'accord, dans l'état où se trouve l'Europe, parce que pour qu'elle soit possible, ça demande un tel niveau, un tel degré de coopération politique en les États et d'adhésion des peuples des États européens à l'idée européenne, qu'il faudra attendre quelques décennies avant que cet état d'esprit soit réuni pour que ce soit possible. Il n'y a pas de peuple européen. Les Suédois ne sont pas prêts à se soumettre à la volonté majoritaire commune de l'ensemble des Européens, pas plus que les Français, sur des tas de questions fondamentales concernant la fiscalité et les politiques sociales. Donc on peut penser, dans un futur éloigné, un monde idéal, ou une fédération des États-nations européens pour avoir une forte convergence fiscale et sociale fondée sur des institutions plus démocratiques, etc. Mais ça, c'est des contes pour bisounours pour les enfants. Dans l'état où se trouve aujourd'hui l'Europe et l'état de l'opinion face à la construction européenne, les gens qui vous disent c'est ça qu'on va essayer de négocier avec nos partenaires se foutent de la gueule du monde. D'abord parce que 80% des partenaires ne sont pas disposés à en négocier, et donc pour le reste, même si c'était le cas, ils n'auraient pas le soutien des peuples européens, et notamment des classes populaires qui attendent d'abord qu'on leur dise une chose avant de vous écouter, c'est quand est-ce que vous sortez de ce truc et comment est-ce qu'on en sort. Et après, on écoutera ce qu'est votre projet européen. Donc il reste, je termine, j'ai dépassé mon temps, 30 secondes, il reste la quatrième voie, qui est celle, la seule offre qui existe et qui a été présentée d'ailleurs par Ruffin tout à l'heure, c'est la forme du choc français que défendait déjà en 98, mais plus en 2008, du choc unilatéral français. Et la seule offre qui a été initiée au parti de gauche, dans la résolution du parti de gauche sur l'euro, après plus d'un an de débat, et soutenue du bout des lèvres, malheureusement, par le front de gauche qui n'est pas allé au bout. Mais la proposition qui a été forgée au sein du parti de gauche, qui est un parti pro-européen et écologiste, et qui consiste à dire, puisque aucune de ces issues ne sont sérieusement envisageables ou acceptables, la seule chose qui puisse permettre de faire avancer, un tant soit peu, pas à résoudre tous les problèmes, c'est qu'un pays, puis deux, puis trois, mais déjà un, et puisqu'on est en France, et bien la France, prenne l'initiative, sans sortir de rien du tout, de tout bousculer. C'est-à-dire en disant ces partenaires européens, nous sommes dans l'Union européenne, nous sommes dans la zone euro, nous ne sortons de rien, nous ne sortirons de rien avant que vous nous en sortez. Mais voici la liste des dispositions des traités qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'appliquons plus et nous ne respectons plus. Nous sommes disposés à débattre, à discuter, négocier avec vous de ce que vous voulez, si vous êtes disposés à en discuter et à en négocier. Mais nous n'appliquons plus la libre circulation des capitaux. Nous n'appliquons plus les directives de libre concurrence sur les services publics et un certain nombre d'autres secteurs. Nous réformons notre constitution pour faire comme les Allemands, redonner le primat du droit et de la constitution française sur le droit français, et nous réformons notre banque centrale pour l'autoriser à financer l'État. Et à ce moment-là, c'est à la Banque centrale européenne et aux partenaires européens, s'ils le veulent, de prendre l'initiative de sortir la France de l'euro. Voilà le choc, la crise politique. Un pays s'engage et dit « nous faisons sauter ce qui empêche précisément les États aujourd'hui de mener d'autres politiques ». Nous donnons l'exemple que c'est possible, et je vous garantis que si un seul pays fait ça, si la France fait ça par exemple, et immédiatement, vous voulez que les Grecs, les Espagnols, les Italiens, les Portugais aillent continuer à s'enquiquiner, à supporter des logiques d'austérité, si la France dit on peut faire autrement, et nous on décide de faire autrement. Et donc vous pouvez faire pareil. Donc c'est ça le choc politique. Et donc maintenant on va débattre de l'autre question, c'est pourquoi cette issue qui existe pourtant, malheureusement, n'aura pas lieu non plus. Merci beaucoup Jacques. Avant de passer la parole à Emmanuel Todd, parce que le suspense est complet pour savoir s'il y a entre 98 ou 2008 où il en est maintenant, je dois faire une annonce de forme parce que nous sommes trop nombreux, donc je suis obligé de demander à certaines personnes de sortir, mais je vous propose de faire comme la stratégie exposée par Jacques, de ne pas écouter ce qu'on nous demande, parce que le débat est très intéressant. La parole est à Emmanuel Todd. Oui, donc je suis quasiment forcé de commencer par une mise au point sur les fluctuations de mes attitudes politique, et je me rends compte d'ailleurs que ça me faisait penser, cette succession d'attitudes, dans le genre foireux, à ma vie matrimoniale. Enfin,
Voilà, il y a à peu près le même nombre de ruptures, de divorces. Voilà. Donc c'est vrai que quand je me suis intéressé à l'économie, à la critique, au moment de Maastricht, je suis assez vite arrivé à une conception protectionniste, enfin bon, tout ce que l'attitude est nationale en un sens, mais j'ai assez vite pensé, puisque l'euro se faisait, que c'était cette monnaie impossible. Moi, je considère depuis le début que cette monnaie n'est pas possible. Depuis un bon moment. Donc je pensais que l'une des façons de sauver cette monnaie, c'était le protectionnisme d'échelle européenne. C'est ce qui m'avait amené, d'ailleurs, moi j'ai voté non en 92, j'ai voté oui en 2005. Enfin, je veux dire honnêtement, je faisais une campagne solitaire pour un oui au protectionnisme européen, qui faisait énormément rire les gens du non qui allaient gagner, et qui, pour une raison qui m'échappait complètement, faisait que j'étais encore plus détesté que d'habitude par les gens du oui. C'est assez mystérieux. Parce qu'en fait, je proposais un oui sale, un oui pollué, au regard des critères du néolibéralisme. Bon, maintenant, la situation a évolué. Moi, je fais plus de la prospective que de l'engagement. Et il est évident que ces histoires de protectionnisme européen, de stratégie européenne, c'est du pipeau. C'est-à-dire le protectionnisme européen, c'est du pipeau, comme toute autre stratégie européenne est du pipeau. Et pour la raison très simple, c'est que quand on parle de l'Europe, l'échec de la monnaie unique, l'échec de tout, le fait que l'Europe est le trou noir de l'économie mondiale, qu'on est en train de s'enfoncer, on ne va pas revenir là-dessus, c'est acté, tout le monde le sait. Je pense que les gouvernants le savent aussi. Je pense que l'un des points sur lesquels on peut différer, c'est que moi je pense qu'en face ou en haut, il n'y a plus de projet, il y a des gens égarés, en fait, des gens égarés dans l'histoire, qui ne savent plus où ils vont. Je veux dire, vous voyez, c'est des situations de type il n'y a plus de pilote dans l'avion, donc les gens s'accrochent à ce qui existe, n'osent pas sortir, sont très lâches, sont très peureux. Ça existe à toutes les époques de l'histoire, les gens lâches qui s'enferment dans des erreurs, donc c'est pas... je pense qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet, mais il n'y a plus d'opposition. C'est ça qui est vraiment angoissant dans la situation. Donc les sujets sur lesquels je travaille, c'est un peu l'analyse des forces sociales qui permettent à cette situation de paralysie d'exister. C'est pas simplement les gens hauts qui sont égarés. Je crois qu'il faut admettre aussi que les populations qui ont encore le droit de vote ne sont pas à des niveaux de militantisme et de révolte élevés. C'est-à-dire que donc les gens sont capables de voter non en 2005, et puis on leur colle la même chose par je ne sais plus quel traité, etc. Il ne se passe rien. Alors ça peut s'expliquer, structure éducative inégalitaire dans la population qui désolidarise toutes sortes de groupes sociaux, disparition de toute croyance collective, organisatrice, sentiment national, idéologie politique, religieuse, qui empêche l'action collective, vieillissement de la population. Je crois qu'on est à un moment unique dans l'histoire en termes de vieillissement du corps électoral. Sur l'âge médian des électeurs, je n'ose même plus le calculer. Tellement, je veux dire, c'est pour ça que chaque fois qu'on appelle à la révolte, je pense que j'ai toujours la vision de moi-même, je vais revenir sur mon arthrose, mais courant dans la rue, donc une population de corps électoral arthritique, se révolte. Non mais c'est ça, c'est de la vraie histoire. Alors, donc c'est très désespérant, donc il y a quelque chose de mystérieux dans la situation. Une situation où tout est impossible, c'est-à-dire que l'euro ne marchera jamais. L'euro ne marchera jamais. On n'a pas du tout le sentiment que la population ait la capacité de se révolter ou de produire un soulèvement collectif emportant le système. Donc on est dans le nini, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être changé. C'est un problème socio-historique, c'est ça, c'est très intéressant. Alors, on peut quand même, je veux dire, l'histoire continue, et on peut analyser ce qui se passe, et quand même, il me semblait, je suis très d'accord, il
faudra pas que j'oublie de dire que je suis pas d'accord avec Généraux quand même, mais dans l'ensemble, on est quand même très d'accord. Et lui, je suis pas d'accord avec ses calomnies sur les attitudes politiques successives. Ça va. Bon. Mais je crois quand même, l'un des points de désaccord, c'est que je trouve que le vocabulaire de la discussion sur l'Europe, où les concepts sont un peu en retard sur l'histoire dans un pays comme la France. C'est-à-dire qu'en fait, ils font toujours un peu, on a un peu tendance à faire comme si l'Europe était toujours la même chose, comme si ça se passait à Bruxelles. Je m'excuse, cet excellent bouquin, faut-il brûler Bruxelles? Évidemment qu'il faut brûler Bruxelles. Mais le problème, c'est plus Bruxelles maintenant, c'est Berlin. C'est-à-dire que le pouvoir n'est plus à Bruxelles. Il n'a jamais été à Bruxelles d'ailleurs. Mais Bruxelles était une sorte d'homme de paille, de fiction, pour tous les gouvernements de l'Europe qui avaient ces projets néolibéraux, qui y croyaient à l'époque. Ça vivait, ils étaient excités à l'idée d'entuber les populations. Mais je veux dire, on n'en est plus là. Je veux dire, ce qui se passe en Europe maintenant, c'est un... Je sais pas, j'ai sans arrêt, je le dis toujours, je me répète, mais j'ai la vision toujours de la métamorphose de Kafka. Vous savez, ce type qui s'endort, je ne sais plus si c'est un petit fonctionnaire autrichien ou quelque chose comme ça, en tout cas c'est comme ça que je m'en souviens, j'ai lu ça quand j'étais petit. Et puis le matin, il se réveille transformé en un gigantesque cafard. C'est ça l'Europe. C'est-à-dire que c'était un projet admirable, que je n'ai jamais admiré, mais qui était admirable. Je ne suis pas un grand européiste de départ. C'était ce projet de nation libres et égales, vivant en paix, discutaillant, avec la France et l'Allemagne, dont on suppose qu'elle était un peu plus égale que les autres, et puis dont on supposait que si elles arrivaient à se mettre d'accord, tout le monde allait trouver sa place, où allait s'en sortir, parce qu'il y avait suffisamment de désaccords possibles entre la France et l'Allemagne qu'un accord franco-allemand soit marché pour tous. Mais c'est plus du tout ça. Je veux dire, à travers les crises, à travers les rapports de force induits par le libre-échange, par le commerce international, par les virtualités différentes de nations qui continuent d'exister à un niveau anthropologique très profond, l'Europe est devenue exactement le contraire de ce monde de nations libres et égales. C'est un univers, je dirais, férocement hiérarchique. Et hiérarchique constituée de nations. Donc il y a les sous-nations, on passe par les Grecs, les Portugais, les Espagnols, j'essaie de suivre l'ordre des PIB à peu près par tête, et puis les Italiens, puis il y a les Français qui essayent de ne pas comprendre, qui essayent de ne pas voir très fort, et je dirais des deux côtés, hein, gauche-droite, haut-bas, et puis je laisse de côté le cas des pays du Nord qui sont en cours de réalignement sur l'Allemagne, en fait, en termes de projet. Et puis il y a l'Allemagne qui est le patron. C'est pas leur faute. C'est pas la faute des Allemands. C'est la société allemande a une dynamique historique, genre une puissance économique, des capacités d'organisation. L'Allemagne est forte d'ailleurs parce qu'elle ne joue pas le jeu du libéralisme. Les pays qui se sortent du libéralisme le mieux, sur le plan économique, c'est ceux qui ne jouent pas le jeu. Donc l'Allemagne, c'est une structure anthropologique très collective, en fait, tradition familiale, répercutée dans les relations sociales. Et donc, l'Allemagne, s'en sort mieux. Donc c'est terminé. Et en fait, l'Europe est la raison fondamentale pour laquelle l'euro ne marche pas, pour laquelle il ne marchera jamais. C'est que l'euro a été construit par des gens sortis de la société de consommation qui pensaient, à cause de l'élévation générale du niveau de vie et du développement de la consommation, que les sociétés étaient, avancées en tout cas, ou en cours de développement, étaient en convergence. Donc il y avait un modèle historique de convergence des nations dans la prospérité. Bon, dans l'adversité actuelle, dans l'accentuation des luttes économiques entre nations, etc., la dynamique historique fondamentale est un processus de divergence. Divergence que les démographes suivent au niveau des indicateurs démographiques, qui sont absolument différents dans tous les pays, qui s'organisent d'une autre façon d'ailleurs que les variables économiques. Donc ça ne marchera jamais.
Donc, je dirais que... J'ai combien de temps? Moi, je ne peux pas tellement parler tellement, je suis un peu désespéré, je suis plutôt dans la lassitude face à l'Europe. Oui, 5 minutes, c'est très bien, c'est très bien. Donc, comment dire, sur les questions, enfin, non, je dois dire que je ne suis pas d'accord. Et puis je voudrais dire un petit mot de ce que la crise ukrainienne révèle de la réalité de l'Europe. C'est, comment dire, je trouve que Généreux, il a été formidable, en ce sens qu'il a été super dur avec les socialistes, pour ensuite faire passer le fait qu'il était super mou. Super quoi? Mou. Ben oui, parce qu'en fait, là, genre, on va faire des trucs, mais on va pas sortir de l'euro, et alors les autres diront si on va les entraîner. Non, il n'y a, c'était très bien dit par Ruffin, je veux dire, avec l'euro, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus, contrairement à ce que j'ai entendu, il n'y a plus d'autonomie budgétaire des États dans leur give euro. C'est pour ça que le gouvernement Hollande devient de plus en plus ridicule. C'est que les Français n'ont pas compris que quand le pouvoir monétaire était ailleurs, à une époque d'ailleurs où l'important est de plus en plus la capacité de relance monétaire ou des choses comme ça, le genre de trucs que font les Anglais, les Américains, les Japonais, les Suisses même, les petits pays qui gardent son autonomie monétaire. Donc il n'y a plus de politique possible en zone euro, et donc tout parti politique, tout homme politique qui dit quelque chose comme nous allons être radicaux, nous allons imposer des choses à nos partenaires européens, on va agir seul, etc., mais on ne va pas toucher à l'euro, c'est du vent. C'est du vent. Il y a je dis amicalement, je veux dire, il n'y a qu'une question politique maintenant qui reste, une question économique, une question pratique, un seul objectif, sortir de l'euro. Il n'y en a pas d'autre. Et si, je veux dire, on sort de l'euro, je tiens tout de suite à préciser que ce que je dis n'est pas particulièrement de gauche, en fait. Ce qui est derrière tout ça, c'est la question nationale. Je dis que la dynamique historique générale est à une divergence des sociétés, à une divergence des nations, et bien entendu, ça suggère que les nations existent de plus en plus, de nouveau. Et donc, l'idée de l'absence de monnaie nationale, je veux dire, devient la chose la plus aberrante. Et bien entendu, à partir de là, on repasse sur des concepts politiques extrêmement traditionnels. Ce que tous les vrais démocrates savent, c'est une démocratie, je m'excuse de dire ces banalités, c'est une vraie démocratie, c'est des gens qui se disputent entre eux, dans une langue qu'ils comprennent tous, qui s'en foutent sur la gueule, entre gauche et droite, où chaque pays a ses luttes de classe, qui gère comme il veut, et puis on est copains avec les nations d'à côté. Et donc, la sortie de l'euro, c'est le retour dans l'histoire. Une histoire qui ne sera pas forcément facile, qui supposerait une phase de transition, je veux dire, un peu douloureuse de quelques années, mais qui serait formidablement dynamisante. Et vraiment, j'insiste, c'est-à-dire, tout autre objectif politique, pour moi, est bidon. Alors, je voudrais dire quand même un mot de ce qui se passe en Ukraine, en Russie, qui est quand même très intéressant, parce que ça met, je trouve quand même ce qui se passe, met en évidence une sorte de fragilité intrinsèque des dirigeants européens. C'est en fait assez drôle et ironique. Quand même, quand on est pris, on est dans notre bocal européen, et donc on a ces populations extrêmement passives qui n'arrivent pas à se soulever, on a ces dirigeants apeurés, égarés, qui continuent à faire les mêmes trucs, et puis qui peuvent quand même encore se sentir un peu malins de continuer à entuber les populations. Par habitude plutôt que par conviction. Hein? Mais ils peuvent se sentir malins. Mais ce qui est vraiment... c'est ça la vraie histoire. C'est que le résultat de tout ça, quand même, sur le plan géopolitique,
c'est que l'Europe est en train de couler. C'est la zone de non-croissance ou de croissance insignifiante, et en tout cas pas de croissance du revenu par tête sur la planète. C'est une zone où s'ajoute, où se combine avec ce problème d'implosion économique, l'implosion démographique, puisque les taux moyens de fécondité sont très très bas en Europe, même si certains pays comme la France ou l'Europe du Nord-Ouest. Donc il y a une sorte de... Ça ne marche pas, il y a une crise, le système est stable, mais évidemment le problème c'est que ailleurs l'histoire continue. Alors elle continue aux États-Unis, qui ont tous les défauts qu'on veut, mais qui ont toujours une histoire, qui sont dans l'histoire, qui font des choses. Ça va bientôt, ça ne va plus suffire, je veux dire, de gueuler contre le néolibéralisme américain. Ça ne va plus suffire parce que, je veux dire, ils ont ce truc quand même qui à nous maintenant va nous paraître incroyablement désirable, les Américains, d'avoir devant eux une histoire où il pourrait se passer quelque chose d'intéressant. Ils ne sont pas dans ce trou noir infini, je veux dire, qui est le destin de nos enfants. Et puis alors maintenant, la dernière surprise, merde, la Russie remonte. La Russie remonte. Bon, alors, on est un peu surpris, parce que le journal Le Monde nous a désinformés pendant 20 ans sur ce qui se passait en Russie. Ça va toujours, ça va en 3 minutes, mais j'ai oublié mon petit drapeau russe, mais je suis prêt à déborder. Mais c'est intéressant, parce que c'est vraiment cette question d'histoire, pas histoire, et ce défi, ce nouveau défi que doivent affronter les dirigeants européens, c'est quand même quelque chose de capital. Donc, on nous explique pendant 20 ans que Poutine est affreux, que les Russes sont homophobes, puisque maintenant c'est le critère de jugement politique. Et puis, donc, on oublie de voir que la Russie a failli effectivement couler. Je veux dire, en 96-97, le pays était sinistré, la population diminuait à toute vitesse, la fécondité était implosée, le pays était au bord de la démonétisation, en fait. Je veux dire, nous, on fabriquait l'euro, eux, ils étaient en train, on se demandait si le rouble allait survivre. Et dans les années 2000, on ne l'a pas vu, on était tout occupé à gérer notre Europe en construction, et bien, la Russie a commencé à se stabiliser. C'est un pays très pauvre, c'est un pays où l'espérance de vie, particulièrement des hommes, est très basse, mais c'est un pays où, je dirais, le niveau de vie a recommencé à augmenter, c'est un pays où la mortalité infantile a commencé à baisser, où l'espérance de vie augmente, c'est un pays où le taux de chômage est tombé à 4%, ça fait rêver, c'est un pays qui va quelque part. C'est ça qui est très difficile à comprendre la situation actuelle. Je veux dire, gueuler contre Poutine, ça ne suffit pas. Donc on a l'Europe, le continent qui devant lui n'a plus d'histoire, qui est un continent très très riche, et sa richesse fait probablement partie de ce qui empêche aussi l'action des populations. Et puis d'un côté il y a les États-Unis qui redémarrent d'une façon, je veux dire, un peu chaotique, ou qui peuvent imaginer en tout cas qu'ils redémarrent. Et puis de l'autre côté il y a la Russie qui a aussi, ou qui peut se penser, ayant un avenir, avec une fécondité qui a remonté, et qui, sans atteindre le seuil de production des populations, est supérieure à la fécondité moyenne de l'Europe, maintenant. Donc c'est ça, alors, c'est quoi l'Europe là-dedans? Donc on a l'Europe qui continue son délire, donc qui veut étendre, qui projette d'étendre son insuccès à l'Ukraine. Hein, donc on propose à l'Ukraine le sort enviable de la Grèce, sans avoir atteint son niveau de vie préalable. Hein. On lui propose de se faire rançonner. Donc, bien évidemment, les nationalistes d'extrême droite ukrainiens, comment pourraient-ils résister à l'appel d'une Europe sous hégémonie allemande? Et donc on pousse, on avance, donc le système s'effondre. On met Poutine dans un coin, et là, super surprise, on n'a plus d'armée. Tiens, les Russes ont encore une armée. Tiens, ils ont encore une certaine conception du collectif. Tiens, ils ne pensent pas qu'à la spéculation sur les valeurs boursières. Donc, ce qui est très intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que autant, le paradoxe de la situation ukrainienne, c'est que
autant ces classes dirigeantes, cette espèce d'oligarchie européenne dominée par l'oligarchie spécifique de l'Allemagne, ont l'air invulnérables en interne, autant, dès qu'elles sont en rapport avec le monde extérieur le plus proche, laissent apparaître leur caractère totalement infantile. Totalement infantile. Et quand je disais tout à l'heure qu'on est dans une sorte de double impossibilité, en fait, en France, en Europe, la possibilité de l'euro ne marchera jamais et nos classes dirigeantes ne seront jamais capables d'en sortir. Donc on se dit, comment ça va sortir? Et c'est typiquement le genre de situation dans lequel un événement extérieur produit la rupture du système. Et moi je réfléchis, je ne suis pas sûr, je ne sais pas trop ce qui va se passer, et c'est pas vraiment pour tout de suite, mais je pense que ce déséquilibre nouveau qui s'établit à l'est de l'Europe, qui laisse apparaître une Russie qui va beaucoup mieux, avec une grosse zone d'instabilité politique, c'est peut-être ça qui emportera le système européen. Parce que, encore une fois, dans ces rapports avec l'Europe de l'Est, on parle de l'Europe. On parle de l'Europe comme si elle existait. Bon, je sais que Fabius a été pris dans ses bagages pour aller à Kiev avec le ministre allemand des Affaires étrangères, et puis avec le polonais des Affaires étrangères. J'ai l'impression qu'on recule sur ces questions et c'est heureux. Mais quand on parle des rapports entre l'Europe et la Russie en Ukraine, c'est aussi une fiction. Ça n'est plus l'Europe. Ce sont des nations européennes qui ont des rapports très compliqués avec la Russie. Regardons, on nous dit, des observateurs de l'OSCE ont été faits prisonniers ou ont été pris en otage par les vilains russophones de je ne sais plus quel coin. Hein, voilà. Puis alors, vous voyez, ça finit par sortir dans le monde. Bon, enfin, honnêtement, pour s'informer, il vaut mieux lire le Guardian ou la presse anglo-saxonne ces jours-ci, parce qu'ils ont toujours 2-3 jours de retard quand les nouvelles sont désagréables pour les européistes germanophiles. Et on voit la liste des types qui ont été pris et qui sont accusés d'être des espoirs, etc. Donc, c'est pas des Européens, c'est 4 Allemands, un Polonais, un Suédois, un Danois et un Tchèque. Alors je reconnais que le Danois et le Tchèque devaient être là par hasard. Mais, je veux dire, non, pas du tout. Je vais prouver que je ne suis pas un germanophobe hystérique. Je vais élargir les conceptions, et je terminerai là-dessus parce que j'ai vraiment trop parlé. Mais, en fait, et l'Allemagne, vis-à-vis de la Russie, a une attitude... C'est vrai que vis-à-vis de la Russie, les Allemands sont un peu bipolaires au sens psychiatrique. Ils hésitent entre l'amour et la haine, la peur et l'agressivité, entre Bismarck et Guillaume II depuis toujours. En général, ça se termine mal d'ailleurs. Mais les Polonais ne peuvent pas piffer les Russes. Je veux dire, les Polonais ne pardonneront jamais aux Russes de l'avoir fabriqué un territoire viable et au communisme d'avoir élevé le niveau éducatif de la population d'une façon extraordinaire. Voilà. Donnant d'ailleurs une main-d'œuvre pas chère à l'ouest de l'Europe, éduquée par le communisme. Voilà. Et les Suédois, c'est moins connu, mais les Suédois sont des russophobes profonds. Ils n'ont toujours pas pardonné la disparition de leur empire baltique du XVIIIe siècle. Et donc, vous avez une fois de plus, quand on parle de l'Europe maintenant, c'est comme... Bon, ça a été une structure avec des nations organisées, mais maintenant c'est une espèce de sac de pommes de terre dans lequel les nations tirent chacune de leur côté, mais, je crois, et je conclurai là-dessus, je veux dire, on est probablement en France le dernier pays qui n'a pas compris. Je veux dire, il y a quelque chose de magique dans l'attitude. Je dirais, c'est la grandeur de l'universalisme français de refuser la réalité du monde. Merci beaucoup. Donc j'ai compris que l'avenir de l'Europe allait venir de l'Est. Juste avant d'essayer de proposer à Jacques Généreux de répondre sur notamment la question de l'euro, est-ce que cette stratégie est crédible et audible, je me permets de vous suggérer 2 ouvrages, justement, le cauchemar européen de Mathias Tavel, collaborateur de Jean-Luc Mélenchon, qui sont en vente ici, et le manuel d'économie citoyen, où justement il y a un chapitre sur l'euro et sur la stratégie que va vous... Je vais me dézinguer. Et, non,
elle reste, J'aurais dû me mettre physiquement entre vous deux, en fait. elle reste intégrale parce que, d'abord, un État peut ne pas appliquer ce qu'il y a dans les traités. Donc, sur le plan économique, ce n'est pas le fait, par exemple, que la France soit dans l'euro, ça ne veut pas dire qu'il faut y rester. Hein. C'est pas ça, je dis, il y a juste un truc qui est faux. Le fait que la France soit dans l'euro et n'ait pas le franc comme monnaie, mais l'euro, ce n'est pas ça qui lui interdit, par exemple, aujourd'hui, au lieu de mener une politique d'austérité, de mener une politique, au contraire, de déficit budgétaire, d'investissement public massif pour investir, etc. Au contraire, le fait d'être dans l'euro, ça la protège, puisque il n'y a pas de possibilité de spéculer sur son taux de change, qui était autrefois l'instrument d'action. Si ce même État, c'est pour ça qu'on dit qu'on est mou, quand on dit qu'on va demander à la Banque centrale, à la Banque de France, de financer directement les dépenses de l'État, si l'État n'a plus besoin d'emprunter sur les marchés financiers, il est à l'abri d'absolument toute pression des marchés financiers. Donc on peut décider demain d'investir 300 milliards d'euros et non pas faire 50 milliards de dépenses en moins pour les énergies nouvelles, pour le progrès, pour tout ce que vous voulez. Donc en matière budgétaire, les États ont le pouvoir. Ils se servent du cash-sexe, justement, de l'euro, de la Commission européenne, pour dire c'est la faute à l'euro, c'est la faute à l'Europe, on peut pas le faire, etc. Alors à ce moment-là, on va dire, si vous ne pouvez pas le faire, alors sortez. Bon. Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce que les gouvernements ne veulent pas. Manuel Valls, c'est pas parce que la Commission européenne lui impose, parce que Manuel Valls est convaincu de toute une série de bêtises qu'il a apprises à l'ENA, et il croit qu'il n'y a que par la compétitivité qu'on s'en sort, qu'il croit qu'il y a trop de dépenses publiques, etc. Bon, donc c'est un idiot sur le plan économique, il est totalement incompétent, il s'est préparé toute sa vie à exercer le pouvoir comme François Hollande, maintenant qu'ils ne savent pas quoi en faire, je suis d'accord avec lui, une espèce de vacuité, c'est que là-dessus... Ça c'est trop facile sur Hollande. On peut toujours tomber d'accord. Ouais, ça c'est facile. Donc l'euro n'empêche pas à un pays, n'empêche pas à la France de récupérer les 150 milliards de niche fiscale qui ne sert à rien. Il n'empêche pas de récupérer les 100 milliards de fraude fiscale qui manquent dans les caisses de l'État. Il n'empêche pas de décider de nationaliser Alstom demain. Bref, il n'empêche pas de mener une autre politique. Et donc, c'est absolument pas l'euro. L'euro, attention, entendez bien l'euro. Le fait d'avoir comme instrument monétaire l'euro. C'est pas parce qu'on dit l'euro, on met derrière tout l'Europe, toutes les institutions, toutes les contraintes. Non, là, je parle juste du fait que notre monnaie soit un truc qui s'appelle l'euro plutôt que le franc. Donc, sur le plan économique, je ne parle pas sur le plan politique, et je suis assez largement d'accord avec toi sur le plan politique. Sur le plan économique, en soi, il n'était pas idiot, il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'en 2008-2009, début de la crise européenne, il n'était absolument pas idiot de croire qu'on pouvait économiquement préserver l'euro, non pas qu'en ce soit un objectif en soi, mais en faisant la balance des difficultés, des inconvénients qu'il y a, surtout dans une période de crise et de difficultés, d'en rajouter une louche, de rajouter un truc qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Faire autrement. Alors, simplement, bon, ça c'est sur le plan économique. Maintenant, comme j'ai respecté le cadre du débat, tu auras observé que j'ai dit à la fin que maintenant il restait à savoir pourquoi même cette option que j'avais décrite comme étant une quatrième voie, eh bien en fait n'aurait pas lieu et ne pourrait pas avoir lieu. Donc il y a une suite. Je sens que tu vas nous rassurer. Oui. Bah heureusement, oui. Oui, alors la suite. Mais néanmoins, parce que il faut qu'on se marre. Tu parles de mollesse. Eh ben pardon. Tu verrais la tête des Allemands et des autres si c'était Mélenchon, le Premier ministre, et Jacques Généreux, le ministre de l'économie et des finances, qui arrivaient au pouvoir, disent à Madame Merkel et aux autres, la France fait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tu dis que c'est mou, pardon, c'est en réalité une manière de faire sauter Bruxelles et de faire exploser l'euro. Sauf que c'est une manière, je ne dis pas que je ne crois même plus que ce soit possible en réalité. Ah oui, mais attends, non, mais non, puisqu'on est dans le débat, il ne faut pas accuser de mollesse
quelque chose qui est d'une violence politique inouïe. Imagine-toi que si Papandréou, au pouvoir, au moment de la crise de la dette, au moment où elle se déclenche, avait dit « mais moi je m'en fous, je ne paye pas ma dette et j'enjoins, je réquisitionne ma banque centrale pour qu'elle me crée autant d'euros que je veux pour financer, etc. » Eh bien, l'Europe n'a pas de char d'assaut pour envahir la Grèce. Et ça s'appelle sortir de l'euro. Mais non, mais... Oui, c'est une manière... Mais non, mais alors... Tu parles de création monétaire. Alors, jouons sur les mots. Voilà. On ne sort pas... Il faut que la banque centrale sorte un pays de l'euro. Un pays ne sort pas... Là encore, c'est une question de technique. Il faut dire des choses qui sont vraies. Un pays qui demande à sa Banque de France, qu'elle fait déjà tous les jours, de créer des euros et qui lui demande simplement d'en créer plus en violation des traités, ne sort pas de l'euro. Il faut... Non. Il sort de l'euro si la Banque centrale l'en sort. C'est-à-dire si la Banque centrale européenne dit, puisque la Banque de France ne respecte plus les traités, on fait ce qu'on a fait pour Chypre, on fait le blocus, c'est-à-dire qu'on coupe les réseaux de transactions entre la Banque de France et les autres banques, ce qui en effet exclut la France de l'euro et crée une espèce d'euro-franc qui doit se négocier sur le marché des changes. Donc c'est une sortie de l'euro. D'accord ? C'est une manière de sortir de l'euro. Là, on commence à... Et oui. Si on discute de la façon de sortir de l'euro... Sauf que c'est une manière de sortie de l'euro. Comprenez bien, c'est un peu technique, mais c'est fondamental. C'est une manière de sortir de l'euro qui envoie comme message à tous nos partenaires, car il ne s'agit pas, on n'est pas le Front National, il ne s'agit pas de sortir et de refaire la petite nation française isolée qui détruit toute espèce de forme de coopération monétaire et économique avec le reste de l'Europe. Et donc, il s'agit, en utilisant cette manière de sortir de l'euro, d'envoyer un message à nos partenaires et surtout aux citoyens, aux autres pays européens, en disant ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour détruire la construction européenne, qui s'est déjà elle-même en partie auto-détruite. Ce que nous faisons, nous le faisons d'une manière précisément qui dit que nous laissons justement la porte ouverte à une remise à plat, qui probablement d'ailleurs aboutirait à autre chose que l'euro. Mais nous laissons la porte ouverte à une renégociation fondamentale, c'est-à-dire nous disons aux Allemands, soit vous vous exposez à ce que, parce qu'à notre suite, d'autres pays feraient exactement la même chose, donc effectivement l'euro éclaterait, et on créerait une coopération monétaire entre des pays qui ont à peu près des vues convergentes, et il y en a encore, notamment en Europe du Sud, qui ont des intérêts communs. Donc c'est une façon de sortir de l'euro. Mais c'est une façon de sortir de l'euro qui laisse la porte ouverte justement à une reconstruction, au moins avec un certain nombre de partenaires. Et ces conditions politiques et d'opinion qui ont été créées par la crise et par la manière dont l'Europe, justement, et les gouvernements, parce que ce sont les gouvernements européens, ont traité cette crise et ont instrumentalisé l'Europe pour imposer une boucherie sociale dans des pays accablés comme la Grèce, etc., et pour imposer des plans d'austérité partout, je crois que les conditions sociales et politiques ne sont plus remplies pour qu'un message politique qui était celui justement, que nous défendions en 2009, pour qu'un message politique qui ne commence pas par dire on va en sortir, soit entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que, encore une fois, il ne faut pas parler de mollesse, car ce qui crédibilise ce discours, et c'est écrit noir sur blanc dans la résolution du PG dès 2009, qui est que de toute façon, tout ce que nous disons est sous un label, sous un engagement ferme, qui dit que de toute façon, si le choix à l'arrivée, c'est entre pouvoir mener la politique que nous voulons ou sortir de l'euro, nous sortons de l'euro sans hésiter une seconde. Donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et aucune mollesse. Merci beaucoup, Jacques. Je te propose, il m'a dit que j'étais mou. C'est normal, c'est normal. C'est normal, il m'a dit que j'étais mou. Donc, nous avons bien compris le scénario. Je serais curieux que tu m'expliques en quoi il est dur de cafard d'avoir appelé à voter Hollande à la dernière élection présidentielle. En quoi est-ce une force, un élément de la rupture nécessaire? Franchement, je suis peut-être un peu moins mou, et Mélenchon est peut-être un peu moins mou. Alors, comme c'est une figure de style imposée de la soirée, je propose de laisser répondre. Je réponds une fois, puis j'arrête et je me tais, d'accord? Alors,
Alors, je vais être parfaitement franc sur le hollandisme révolutionnaire. Je considère que c'est un coup bas parce que bien sûr, mais j'avais une priorité dans l'existence, voire disparaître, comme beaucoup de gens, disparaître le discours xénophobe, calamiteux, islamophobe, de tout ce qu'on veut phobe, de Sarkozy. On a celui de Valls maintenant. Non, honnêtement, on ne peut pas. Admettez qu'on est quand même de ce point de vue-là. Bon, ça me coûte de dire du bien du gouvernement. Mais honnêtement, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était fétide, vraiment, voilà. Et voilà. Et puis, pour ce qu'était, j'évoquais un Paris, et comment dire, honnêtement, un Paris pascalien. Alors, on me dira, les paris, on les fait pour les gagner. Si on perd un pari, on a perdu. Voilà. Et honnêtement, à bas des charges, je dirais que j'aurais jamais imaginé qu'Hollande était aussi nul. Je veux dire, pour moi, c'est au-delà de l'imaginable. Voilà, donc voilà. Mais je là, bon, maintenant, je te le concède. Maintenant, hein, il est quand même exceptionnel. Donc, voilà. Emmanuel. Et puis, il y en a plein d'autres comme lui. Enfin, vraiment. Voilà. Avant de te laisser répondre peut-être sur l'euro, peut-être que François qui voulait intervenir. J'en ai pour 2 minutes et ensuite je me tais. D'accord. Non, tu m'as demandé de te couper régulièrement, donc c'est pour ça que... C'est juste pour sortir une dernière horreur. Voilà. Je trouve que ta conception du budget est un peu jupéiste. C'est-à-dire que... Non, je veux dire, parce que, je dirais rapidement, séparer le budget et la gestion du budget de la capacité éventuelle de création monétaire par l'État, je veux dire, c'est quand même pas possible. C'est pas ce que j'ai fait. Si, mais si, parce que la gestion du budget, la contrainte budgétaire telle qu'elle existe maintenant, n'existe que parce que l'État a perdu la capacité de création monétaire. Et donc, pour financer un déficit, il faut emprunter sur les marchés. Et si on veut de la création monétaire, il faut aller demander l'autorisation en Allemagne, et les Allemands ne donnent pas les bonnes autorisations. Donc c'est... Mais tu n'as pas écouté. Je recours à la Banque de France et l'acquisition de la Banque de France. Oui, non mais à ce stade, c'est là, quand on arrivait à ce stade, je disais, c'est simplement financer pour parler d'une autre façon de sortir de l'euro. Alors ça, quand même, c'est intéressant. Je veux dire, maintenant, on avance dans le débat, puisque on n'est plus sur faut-il sortir de l'euro, c'est comment sortir de l'euro. Exactement. Et donc, du coup, je propose de donner la parole à François pour essayer de faire la synthèse. Tu m'as demandé de te couper à plusieurs reprises, donc j'applique les consignes. Je suis un militant discipliné. François, justement, dans quelle mesure peut-être ce discours, ce scénario de sortie de l'euro présenté par Généraux est-il audible? Et peut-être dans ton équipe de foot Picard, est-ce qu'ils l'entendent? Et comment porter ce message? Alors moi j'ai pas voté oui à Maastricht en 92 puisque j'étais pas né. Enfin parce que j'avais pas le droit de vote, excusez-moi. J'ai voté non en 2005 et je n'ai pas appelé à voter pour Hollande en 2012. Donc je me considère comme un âge. C'est l'âge. Je me considère comme un compagnon de route du front de gauche, mais avec des rapports critiques en permanence au programme du front de gauche. C'est-à-dire que si on regarde le programme de l'Humain d'Amor, pour moi, il était le cul entre deux chaises, je veux dire, sur les questions, par exemple, du protectionnisme, c'est moi qui est une question... Je ne considère pas qu'il n'y a que l'euro qui est la question clé. Pour moi, la question du protectionnisme est sur le terrain économique, de desserrer, de rendre la politique possible. La question du protectionnisme est au moins aussi importante pour moi. Mais le programme L'Humain d'Amor était inexistant sur ce plan-là. Et alors, ce qu'on me répondait dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, c'est que, bon, il n'y avait pas le mot, c'était pas vraiment avancé comme une idée, mais une fois qu'on y serait, vous verrez. Vous voyez
Alors moi, ouais, voilà, il y avait les visas au Parti Socialiste, il y a les écluses, vous voyez, on cherche un certain nombre de mots qui sont des euphémisations quand on parle de barrières douanières, de protection aux frontières, de quotas d'importation. Il y a des mots qui sont des mots chocs et qui disent ce qu'on est prêt à faire quand on sera au pouvoir. Parce que moi, ce que je vois, c'est que si on est déjà dans l'opposition et qu'on n'a pas le courage de prononcer un certain mot, qu'est-ce qui restera comme courage quand il faudra passer aux actes dans le gouvernement? Et qu'à ce moment-là, on aura tous les autres qui continuera à travailler contre nous, c'est-à-dire qu'il y aura les médias, il y aura Bruxelles et Berlin, il y aura les lobbies patronaux, ils seront tous là encore à continuer à tenir le même discours. Et donc à ce moment-là, il faudra non seulement un courage énorme des gouvernants pour appliquer une politique de rupture, mais il faudra un soutien populaire massif. Et si on n'a pas le courage de prononcer les mots quand on est dans l'opposition, je vois mal comment on aura le courage de mettre en œuvre cette politique quand on sera, si on est au pouvoir. Et je retrouve, moi, de mon point de vue, une espèce de subtilité technique dans le discours de Jacques Généreux sur le rapport de la sortie à l'euro. On va créer de la monnaie. Moi, je dois dire, à un moment, je ne suis pas spécialiste d'économie non plus. Alors peut-être qu'en me concentrant vraiment et en écoutant votre raisonnement pendant 40 minutes... vous tutoyer. Ouais, bon, mais vous, voilà, mais je pigerai. Maintenant, comme disait, et ça peut être présenté sous l'art de la blague, mais pour moi ça n'en est pas, comment je passe ce message à l'association sportive du foyer rural de Montsuan, section football, équipe B, dans le vestiaire. C'était très sérieux comme question. Ouais, dans le vestiaire. Alors, voilà. Je me balade avec deux tableaux. Deux tableaux, alors c'est un pur événement, je ne pourrais rien lire. Je la fais tout le temps. Je me balade avec, je la fais tout le temps. Il y a un certain nombre de rituels comme ça, mais je peux voir vraiment ce qu'il y a dessus. Voilà, toi tu peux voir vraiment. Ça, c'est des tableaux issus de l'INSEE. En 31 décembre 1996, c'est la liste des 30 plus grands établissements dans la Somme, donc mon département. En 1996, vous avez 14 industries. D'accord? En 2008, c'est-à-dire 12 ans. 12 ans, ça n'est rien à l'échelle de l'histoire. En 2008, il en reste 7. La moitié a disparu. Et en plus, là, il y a Goodyear qui vient encore de disparaître de ce tableau. Voilà la réalité du choc social vécu par les classes populaires de mon département. C'est-à-dire, c'était les emplois non qualifiés, les mieux payés, qui ont massivement disparu, tranquillement, silencieusement. On en a entendu parler, il y a eu les Conti, alors ça c'était dans l'Oise, mais enfin il y a les Goodyear qui ont fait un peu parler d'eux, mais ça y est, c'est déjà passé. Vous voyez, et c'est ça qui a... Alors, comment ça se fait que face à ce choc social, il n'y a pas de réponse, ce choc vécu par les classes populaires, il n'y a pas de réponse des gouvernements d'abord, mais je dirais aussi de la gauche critique. Comment ça se fait que la réponse de la gauche critique n'est pas à la hauteur de la violence subie par les classes populaires, en tout cas dans mon département? Je n'ose pas tendre le diagnostic au reste de la France, vous voyez, il faut rester modeste. Mais je pense que l'une des causes tient à la composition sociologique des partis de gauche, et y compris des partis du parti de gauche ou du parti communiste, ainsi de suite. C'est-à-dire que on m'a mis une citation de Lénine en une de notre dernier numéro de Fakir. C'est une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en haut. Ceux d'en bas, pardon. Et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Aujourd'hui, par exemple, il faut se souvenir du 29 mai 2005, puisqu'on me parle de l'Europe. C'est notre victoire. Le jour même, il s'applique à nous faire changer le sens de cette victoire, voire à nous faire oublier cette victoire. Mais ça reste notre victoire. Qu'est-ce que c'est ce vote? C'est un vrai vote de classe. 80% des ouvriers qui votent pour le non. 71% des employés, 67% des chômeurs, il me semble. Et à l'inverse, 56% des cadres qui votent pour le oui, 54% des enseignants qui votent pour le oui. Pourquoi? Parce que je reprends un concept taudien, là. Il y a un divorce... À l'époque où je pensais encore. Il y a le divorce des deux cœurs, depuis 1983, il y a le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche. C'est-à-dire le cœur ouvrier qui s'est pris cette mondialisation en plein dans la face, qui voit
pour les ouvriers non qualifiés, le taux de chômage dépassait les 20%, alors qu'à l'inverse, chez les professions intermédiaires ou chez les cadres, le taux de chômage demeure aux alentours de 5%, c'est-à-dire ce qu'on appellerait un chômage frictionnel, quoi. Là, la mondialisation elle n'a pas été prise du tout de la même manière, et comme ce sont à la fois dans les médias, mais aussi dans les partis, éventuellement dans les syndicats, les classes qui sont les moins touchées par cette mondialisation et par cette européanisation qui subissent, ça se passe sans traduction politique. Et une traduction politique aujourd'hui, moi je vais glisser un bulletin Front de gauche dans l'urne le 25 mai. Oui, vous pouvez m'applaudir, mais moi je me demande quel est le problème, c'est que je me demande quel est le sens de ce bulletin. C'est-à-dire que je suis désolé, mais si un bulletin Front National est passé dans l'urne, aujourd'hui il a un sens clair qui est le sens de la rupture. Si le 25 mai un bulletin Front de gauche est placé dans l'urne, il a un sens qui est pour moi encore assez flou et qui n'est pas celui de la rupture. Et je pense que là, on a affaire à... Donc, c'est pour ça, il ne s'agit pas seulement de faire de l'économie, de faire de la politique. Et là, je me dis, oui, aller expliquer le raisonnement de Jacques Généreux, que moi-même j'ai du mal à comprendre dans les vestiaires de Rimont, ça va être du costaud, quoi. Merci beaucoup. Je lui dis... Bon, en fait, on s'aime bien. Hein. Ouais, on s'aime beaucoup. Je lui dis, mais ce qui nous manque, c'est des médias pour rendre compte de cette autre pensée. Et lui me dit, j'ai tort. Il commence toujours par dire, j'ai tort, mais bon. Il me dit, ce qui manque, c'est une unification de la contre-pensée. C'est-à-dire que, si jamais à un moment les gens sont d'accord, les intellectuels de gauche, la gauche critique est d'accord sur un certain nombre de sujets fondamentaux, pour moi le protectionnisme, l'euro, éventuellement la croissance, un certain nombre de questions comme ça, s'il y a un accord qui se fait sur un certain nombre de points fondamentaux, ça surgira dans l'opinion. Le problème qu'on a, c'est d'une part une couche supérieure qui interdit que ce débat puisse avoir lieu, et ce débat n'a pas lieu publiquement. Le fait qu'il se place dans un haut lieu de la petite bourgeoisie intellectuelle qui est l'école normale supérieure me paraît un bon signe. Et le deuxième point, c'est effectivement, je pense que quand il m'a dit ça, je pense qu'il a raison. Je pense qu'une première étape, c'est d'aller vers l'unification d'une contre-pensée. On sait qu'on en est loin parce que les divergences qu'on accroît entre Jacques Généreux, Emmanuel Todd ou moi-même ne sont rien à côté des réelles divergences qui traversent la gauche critique, avec un mouvement comme Attaque, par exemple. Et avec le sommet d'un mouvement comme Attaque, il faudrait dire, parce que qu'on laisse parler éventuellement les militants d'Attaque, on aurait peut-être d'autres résultats. J'ai tort. Merci beaucoup. Justement, je tiens... il faut voter Front de gauche. Parce que... Non, mais oui. C'est ça la question, vous comprenez, voilà. On n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà. Sinon, moi je ne serais pas engagé politiquement, je n'aurais pas une carte d'un parti, je n'aurais pas été au PS avant, etc. J'aurais fait comme la plupart de mes collègues qui s'occupent de leur carrière et de leurs droits d'auteur, et puis qui vont de temps en temps à la télé gueuler, mais sans jamais mettre les mains dans le cambouis de la bataille politique, et donc des compromissions que ça implique forcément. Quand vous êtes dans un parti politique, forcément vous êtes obligé d'accepter des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Parce que, par définition, si on devait attendre le consensus pour pouvoir faire quelque chose, on ne ferait jamais rien. Donc on peut... Or, il n'y a que deux façons d'en sortir. Il y a la façon du Front National, qui est la façon qui va monter et qui va s'imposer de toute façon dans l'Europe si nous restons dans le statu quo. C'est-à-dire que partout, une espèce d'état de léthargie et de blocage de la gauche et de la droite traditionnelle font que partout montent les néo-nationalistes et réactionnaires. Ils monteront, eux ils ne vous inquiétez pas, ils feront exploser le machin. Donc il y a la manière de sortir du Front National, qui n'est pas une manière qui va nous sortir du capitalisme, il s'en sortira de tout ce qui permet de retrouver la souveraineté nationale. Là-dessus, ils trouveront toujours un accord avec le capital. Bon, donc voilà. La parole est dans la salle juste après. Et je reconnais qu'il est ambigu, tu as raison, François. Mais il y a l'autre voie qui est de dire, nous, on est pour la désobéissance unilatérale au traité européen. Malheureusement, il est vrai, mais c'est comme ça. Malheureusement, il est vrai qu'il y a une différence entre la position du parti de gauche et le programme du parti de gauche, qui est beaucoup plus radical, c'est-à-dire qu'il assume jusqu'au bout l'idée que de toute façon, à la fin, si le choix c'est faire ce qu'on veut ou sortir, on sort,
Ça c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Et donc il ne s'agit que de cela. Et un programme du Front de gauche qui hésite toujours à aller véritablement jusqu'au bout, jusqu'à assumer pleinement cette option. C'est ainsi. Cela dit, pour avoir fait, moi, notamment quand j'étais candidat aux élections européennes à la précédente, des tonnes et des tonnes d'interventions, de débats dans des tas de départements où évidemment le public, et c'était pas le public, c'était pas le parti de gauche, puisque nous étions à peine naissants, il n'y avait pas de public parti de gauche. J'avais un public de militants communistes, voilà, partout où j'allais. Et dans tous les débats, dans tous les meetings que j'ai fait, partout j'ai expliqué que ceux qui nous expliquaient qu'on allait renégocier avec nos partenaires, etc., sans rupture unilatérale de la part de la France, nous racontaient n'importe quoi, y compris avec le discours officiel du Parti communiste de l'époque. Et à chaque fois que je disais ça, c'est seulement quand un État, et notamment nous dirons de manière unilatérale, nous faisons ce que vous voulez, je vous garantis que j'ai été acclamé partout par les militants communistes. Donc une chose est la frilosité d'une direction, de certaines fédérations communistes, ou de certains dirigeants du Parti communiste qui ne veulent pas se froisser définitivement avec le PS pour pouvoir préserver des négociations à des municipales ou à des régionales. Ça existe, évidemment. Autre chose est la réalité du peuple, des militants communistes et des électeurs communistes qui peuvent nous rejoindre. Mais après... D'accord avec François quand il dit qu'il faut être clair et que le problème du front de gauche, etc., c'est des trucs obscurs, compliqués, etc. Les européennes sont une occasion merveilleuse d'être claires, contrairement à ce qui est dit. Le Parlement européen ne sert à rien. C'est le cache-sexe d'un système bureaucratique totalement corrompu, etc. La réalité, c'est que le simple fait d'aller voter à cette élection participe d'un processus de légitimation de l'Europe. Et donc, la seule voie vraiment radicale, c'est de faire comme de plus en plus de Français, et plus de la majorité des Français, c'est simplement de ne pas voter. Vous appelez ça abstention, vous appelez ça vote, et ce qui permet d'ailleurs de résoudre toutes sortes de mais qu'est-ce que ça peut foutre? Mais le Parlement européen n'a aucun pouvoir, et ça permettra au contraire de dire les gens du FN sont des mous et des pourris, ils participent à la légitimation de l'idéologie générale. C'est une merveilleuse occasion de critiquer le Front National qui est prêt à bouffer à tous les râteliers. Mais vous voyez vraiment, c'est tout. Mais je voudrais, comme j'étais assez brutal sur la question de la sortie de la monnaie unique, je le dis franchement, je sens bien que je n'ai pas la salle de mon côté, mais que pour moi, toute personne qui va voter aux élections européennes participe de la légitimation du système européen. Je veux dire, on ne vote pas, le suffrage universel, ça n'est pas voter n'importe où. C'est un droit formidable, mais toutes les logiques du genre « Ah, mais vous refusez un vote, c'est suffrage... » Non, vous êtes électeur à Rennes, vous ne votez pas à Marseille. Vous êtes français, vous voulez sortir de l'Europe, vous ne votez pas pour le Parlement européen. Merci beaucoup. Donc je vais prendre des prises de parole de la salle en essayant des questions courtes. Juste une demi-seconde, une prise de parole pour le... Vous imaginez bien que les réunions qu'on organise demandent de l'argent et que par ailleurs on a une campagne des municipales pour lesquelles à Paris on n'a pas fait partout plus de 5%. Donc si vous voulez nous aider à financer ces différentes choses, vous avez là une caisse. Et donc par rapport à l'Union européenne et l'euro, c'était un démarrage, une base, je vais parler là-dessus parce que j'aurai l'occasion de dire. Mais moi ce que je veux dire, il faut quand même voter parce que c'est drôlement important, mais par contre je propose quelque chose de très important, c'est que je veux faire une union sociale européenne et une union européenne sociale. Et ça j'y crois absolument, parce que là, l'union libérale, elle va disparaître parce que j'en ai plus rien à foutre. Je veux dire, je suis allé me faire reconnaître à Bruxelles le 18 septembre, et là les gens ils savent quand même que je suis quand même quelque part. Donc voilà, moi je... Merci beaucoup, je vais peut-être prendre une autre question. Camus, du deuxième alinéa de l'article 123, de l'article 3 et de la malédiction européenne. Et vous allez m'aider à formuler tout ça. La première, c'est Camus. Camus dit « c'est ajouter au malheur du monde que de mal nommer les choses ». Je crois que pas une seule fois on a parlé de l'UE de Lisbonne. Moi je suis profondément pro-européen, l'Europe solidaire et fraternelle, j'en veux.
Mais une union comme l'UE de Lisbonne, qui oblige les dirigeants locaux, ignorants ou corrompus, à choisir la baisse de l'espérance de vie de la population, comme c'est le cas en Grèce ou au Portugal, je n'ai que du mépris pour cette union. Voilà pour ce qui était de mal nommer les choses. Hein. Bon, il faut absolument distinguer, quand on parle de l'Europe, ce qui est une union politique véreuse et ce qui est un continent avec sa richesse, sa diversité, etc. La question, s'il vous plaît. Pardon. C'est une contribution aussi. C'est une contribution. Merci. Des questions et des contributions. C'est une contribution. Aucune solution n'a été dégagée. Moi, je vais mettre sur la table des éléments qui peut-être comportent une contribution. La première chose, c'est de bien nommer les choses. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est le deuxième alinéa de l'article 123, qui, me semble-t-il, permet d'éviter la question de sortir ou ne pas sortir de l'euro. Il se trouve que le deuxième alinéa de l'article 123 dit l'interdiction en question ne s'applique pas aux établissements publics de crédit détenus par l'État. Ça veut dire que si on avait fait une banque publique d'investissement qui soit 50 fois plus grosse pour avoir la taille de la BNP, elle aurait accès au taux refit de la BCE à 1%. Et on aurait pu le revolver sur la tempe du soufflet, c'est pas parler, je voudrais au moins dire ça. L'article 3 de la Constitution française, c'est la souveraineté appartient au peuple français. Donc il existe maintenant une pétition, et il existe des propositions de loi soutenues à la fois par l'UMP et par le PS, c'est-à-dire par les deux partis qui à eux deux arrivent à faire 50% lors d'un premier tour, comme le 22 avril 2007 ou le 22 avril 2012. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Allez voir sur internet article3.fr, www.article3.fr, et les propositions d'Yvan Bachot sur le référendum d'initiative populaire. Ça fait 20 ans qu'il se bat. Pour moi, c'est un élément de la solution. Et l'union politique qui ne mérite que du mépris. Merci beaucoup. Je note que c'est toujours aussi difficile pour les femmes de prendre la parole, surtout qu'elles sont très bavardes. Alors moi, ça va être... Moi, je ne vais pas faire un laïus. Je vais simplement poser une question en forme de réponse à l'objection de M. Todd, c'est-à-dire l'argument de la légitimation du scrutin qui a sa pertinence, sa force sur les élections européennes. On peut le retourner, cet argument, sur les élections présidentielles. Voter Hollande, comme vous l'avez fait, ce qui est un peu honteux quand même. C'est aussi légitimer la Ve République, de la même manière, en fonction du même raisonnement que vous avez appliqué. Et on peut l'appliquer à bien d'autres scrutins aussi discutables. Mais la Ve République est légitime, vous savez. La Ve République peut également faire l'objet d'un débat, d'une discussion et d'une remise en cause. Donc, il me semble que c'est... Alors, en plus, l'enjeu des élections, c'est pas seulement le type de scrutin, parce qu'encore une fois, on peut en remettre beaucoup en cause. C'est donner quand même une visibilité à des représentants. Et même si le système est scabreux, moi, je laisse pas cette représentativité à d'autres. Voilà. Et il y en avait un qui avait été prôné par le Front de gauche, c'est l'Assemblée constituante. On s'appuie sur le nom du traité constitutionnel. On a demandé une 6e République, enfin on l'a demandé dans des manifs, c'est un discours, et dans une élection européenne, effectivement avec un Parlement qui ne veut rien dire, si on prône une assemblée constituante qui va redonner de la souveraineté au peuple et qui sera sans doute au niveau du territoire français, mais peut-être au-delà, dans les francophones et autres, et avec tous les gens qui refusent cette Europe. Mais arrêtez de chercher des arguties et de faire une liste de banques centrales, de création monétaire, etc. C'est pas acceptable. Merci beaucoup. Donc je vous propose que les intervenants répondent. Fondamentalement, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que je n'attends pas cette sortie. Ça fait un bon moment que je n'attends rien des tendances de gauche du PS, des tendances soi-disant nationalistes de la droite. Mais honnêtement, je n'attends pas du front de gauche qu'il règle la question. Je pense qu'on est actuellement... On est dans une question qui dépasse qui est la question nationale. Je suis tout à fait partisan de militer pour l'idée d'une nation de gauche, et ça serait formidable si le front de gauche osait
s'affirmer représentant d'un esprit national de gauche. Ce serait formidable, c'est ce qu'il n'est pas capable de faire, en fait, clairement. Et de dire, oh merde, l'Europe, il y en a assez, on arrête de faire des courbettes européennes, on se lâche, vous voyez, et puis il y en a marre de ces courbettes, et puis on veut juste revenir avoir notre histoire nationale, c'est pas la honte, et on peut être de gauche et comme ça. Mais ça serait formidable, j'ai pas de grosses attentes. De toute façon, j'ai dit des horreurs sur Mélenchon en public, donc c'est pas la peine de m'y aimer. En ce qui concerne, en revenant sur les européennes, je crois que au stade actuel, si on est dans une situation où aucun des partis politiques n'a vraiment dans son programme ou dans la taille de son électorat la capacité de sortir de l'euro, ce qui peut se passer est autre, ça échappe au jeu des partis. En fait, tous les partis sont peureux, sont tétanisés, parce que les élites de tous les partis se ressemblent beaucoup quand même. La courbette européiste, ça fait partie du logiciel, j'espère que c'est pas trop dans le disque dur, des élites nationales. Donc, ce qu'on peut vraiment espérer, ou ce qui pourrait se passer un jour, c'est que ces élites, les élites c'est très large dans mon sens, c'est les journalistes, les politiques, les partis de gauche, les partis de droite, etc., je veux dire, qu'elles finissent par craquer psychologiquement. C'était ça, en fait, l'hypothèse du hollandisme révolutionnaire. Mais, non, mais je veux dire, c'est pas... Mais là, je pose la question pas au niveau d'un individu, mais au niveau de l'ensemble d'une classe dirigeante ou d'une élite sociale, etc. Je veux dire qu'il faut... Ce qu'on peut essayer de faire, je veux dire, c'est de les mener le plus près possible du désespoir absolu. Et compte tenu de ce que sont déjà les taux d'abstention aux européennes, je veux dire, je ne veux pas fixer de chiffres, mais au-dessus d'un certain niveau d'abstention aux européennes, de toute façon les abstentionnistes seront les gagnants des européennes. Je veux dire, on peut peut-être avancer vers cet état de désespoir. Alors que si on rentre dans le jeu, ça veut dire qu'on est toujours dans leur comédie. On est toujours dans le faire semblant de faire comme si la politique pouvait fonctionner dans ce système, alors qu'on n'a pas de pouvoir de création monétaire, que le budget est bloqué sur des bases jupéistes et des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, l'idée, pour moi, je ne vais pas commencer à faire des gags ridicules sur l'abstentionnisme révolutionnaire. Je veux dire, j'aspire plutôt à la retraite dans ces domaines, mais je veux dire, c'est une belle occasion, ces élections européennes, de faire monter le niveau de ridicule, avec cet espoir que le ridicule tue. Non, voter blanc, c'est prendre cette élection au sérieux. L'élection européenne n'est pas une élection sérieuse. C'est une institution bidon. On ne vote pas blanc dans le cadre d'une institution bidon. On n'y va pas, on boycotte. Merci beaucoup. Je propose, avant que François fasse la synthèse, que Jacques dise quelques mots pour répondre aux questions de la salle et peut-être à Emmanuel. Non, avec moi on ne sait pas, parce qu'on arthrose entre le fait qu'un jour tu dis qu'il faut voter tu vas voter aux élections européennes, et puis 4 ans après tu nous expliques qu'il ne faut pas y aller voter, donc on ne sait pas trop. Donc on ne sait pas trop. Voilà. Donc, alors que, pardon, si c'est nous, et surtout des gens comme moi, qui n'en ont rien à foutre du pouvoir, nous on y va 6 mois, ça suffit. Parce que moi j'en ai à foutre. Oui, non, mais je parle dessus des autres. Ah ouais, nous embrouille pas. Donc, je crois pas, effectivement, je suis pas un rêveur, je crois pas que tout d'un coup la magie des rapports de force politique va être brutalisée de telle manière que dans 2 ans, on est au pouvoir et on peut appliquer notre programme. Donc oui, en effet, en tant qu'analyste, c'est-à-dire je me mets comme toi, c'est démocrate, moi je suis l'économiste, en tant qu'analyste qui regarde et qui analyse l'histoire, les forces en présence, etc. Je dis en effet que, objectivement, à 99,99% de chance, ce qui va déclencher le truc, c'est autre chose. C'est un choc de quelque... On ne va pas faire la liste des chocs possibles, mais de quelque nature que ce soit, qui va provoquer l'éclatement, et donc on sera devant la nécessité qu'il faudra décider qu'est-ce qu'on fait, et il faudra bien faire autre chose, parce que ça aura pété. Et ça va péter. De toute façon, ça n'est pas tenable et soutenable de cette manière-là. Donc je crois à ça, en tant qu'analyste, d'accord ? Maintenant, en tant que citoyen, j'ai le choix entre soit poser mon cul sur une chaise au bord de l'histoire
et la regarder et dire voilà, mon analyse c'est que ça va pas venir de ce que je fais moi, ça va pas venir de notre action militante, de ce qu'on fait nous, ça va pas venir du vote, ça va pas venir, ça va tomber comme ça, c'est l'histoire qui va se faire. Vous savez, c'est un certain marxisme, déterminisme d'autrefois, il y avait des gens qui croyaient ça, c'est-à-dire que l'histoire se fait. Bon. Alors, en tant que citoyen, j'ai le choix entre effectivement m'asseoir sur la chaise, écrire des livres sur qu'est-ce qui va se passer, etc., et dire ça va se passer, mais ça viendra pas de nous. Et ça, là, il va nous dire qu'il recommande la lutte armée. C'est une possibilité où j'ai le choix, voilà, humble, lucide et courageux du citoyen qui dit je crois pas que ça va se faire. Mais je veux être avec ceux qui font quelque chose pour que ça se fasse. Voilà. Et donc, je suis avec eux. Et je vote. Et peu importe. Alors, si on devait voter uniquement quand on a une chance que ça serve à quelque chose, ben on voterait jamais. Jamais, parce que ça n'a aucune chance. Il n'y a jamais aucune chance que mon vote serve à quelque chose. Voilà. C'est la mobilisation collective. Des gens qui disent la République et la démocratie, c'est le suffrage universel. Et donc, c'est le suffrage universel. Et donc, bien évidemment... le suffrage universel n'importe où. Je veux dire, tu votes pas en Inde. Mais non, le suffrage universel, je vote, c'est une élection nationale française, les élections européennes. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire, il faut être cohérent. On ne peut pas à la fois dire « mais l'Europe, ça n'existe pas, il n'y a que les actions, il n'y a que les États et que les rapports de force » et ne pas voir qu'en effet tu as raison et qu'en effet ce qui se joue dans l'élection européenne, c'est pas ce qui va se passer en Europe. Ce qui joue dans une élection européenne qui est une élection nationale française, c'est les rapports de force entre les partis politiques en France. Et c'est ça qui prépare les résultats des prochaines élections. Ce qui se joue dans une élection européenne, qui est une élection nationale française, comme en Allemagne, c'est une élection nationale allemande. Ce qui se joue, c'est le rapport entre le Front de gauche et le Front national. C'est la question de savoir s'il y a une alternative ou pas. C'est ça qui se joue. Personne ne croit qu'on va voter parce qu'on croit que le Parlement européen sert à quelque chose. Vous imaginez le niveau d'aliénation européiste qu'on a atteint? Les partis français doivent se battre à des élections européennes pour exister. Mais c'est dramatique. Mais non. Alors on peut contester ce choix. On peut dire qu'on conteste ce choix. Mais façon du Front National, moi je suis choqué, mais au fond la sortie façon Front National, moi ça me gêne pas. C'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. L'internationalisme, c'est se demander comment on peut soutenir toutes les forces qui existent aujourd'hui en Espagne, qui sont pour une rupture avec cette orientation-là, et comment ensuite on pourra s'appuyer éventuellement sur le choix qui sera fait par les Espagnols ou par un certain nombre de pays pour importer leur politique ici. Mais dire que ça doit se passer de manière unilatérale dans un pays pour que ça serve de contagion ailleurs, moi je ne me semble pas que ça soit le choix de la petite France qui est contre le choix de la France qui s'ouvre. Ça c'est la première chose. Et d'autant plus que quand on dit façon du Front National, mais ce qu'on appelle la façon du Front National, c'est la façon du Parti communiste dans les années 80. Le parti qui critique le plus l'Union européenne dans les années 80, c'est le Parti communiste. On en fait une recension, on consacre un chapitre à l'Europe dans le petit bouquin qui analyse le discours économique du Front National. Et le Front National qui est très pro-européen dans les années 80. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est le rempart contre le bolchevisme. Donc il est pour une Europe militaire, une Europe politique, une Europe économique, et ainsi de suite. Le parti qui est contre cette Europe-là, qui est contre l'union douanière qui se bâtit dans les années 80, qui est contre tout ça, parce que quand on me dit qu'aujourd'hui le problème c'est l'Union européenne de Lisbonne, ou qu'on ne pouvait pas savoir en 92, je veux dire, on peut vouloir ne pas savoir, mais au fond, pour moi, le verre, il est dans le fruit. Quand tu regardes l'histoire, pour moi, le verre est dans le fruit depuis sa fondation, mais en tout cas, il est dans le verre est dans le fruit de la gauche, avec l'arrivée de Delors, qui fait... on a un chapitre qui est consacré aussi à ça. Je veux dire, pour moi, Delors est le pire des socialistes, il n'est absolument pas socialiste, il explique en direct, on ressort une émission qui se déroule sur la marche du siècle avec Jean-Marie Cavada, où en direct à la télévision, il explique comment il a bâti la politique européenne, comment, en s'appuyant sur tous les rapports de la European Roundtable, qui est le principal, le MEDEF européen, quoi. Et donc, je veux dire, à partir de ce moment-là, ne pas voir
quelle est l'orientation et quelle est l'orientation acceptée par la social-démocratie, que je trouve que c'est vraiment pas juste pour la social-démocratie d'appeler ce ramassis de trucs-là la social-démocratie. Il me semble qu'elle a eu des moments plus valeureux dans son histoire. Mais donc, pour moi, alors, le Parti communiste se retrouve un peu dans cette situation étrange, pour moi, du paysan qui aurait semé, qui aurait labouré, qui aurait semé, qui aurait arrosé, qui aurait vu tout germer et qui déciderait de ne pas de récolter. Vous voyez, dans les années 80, l'Europe peut avoir plus ou moins le vent en poupe dans l'opinion, voilà, c'est le projet moderne et machin et tout ça. Le PC s'y oppose, le Front National y est favorable. À partir de 92, l'Union Européenne devient grosso modo quelque chose d'impopulaire. Et là, le Front National se rallie à cette thèse-là, tandis que le Parti communiste abandonne complètement, parle de sauver l'Europe, de changer l'Europe, de bouger l'Europe, c'est Robert Hue 1999. Donc, on a là un changement de, voilà, on va avoir une autre Europe, c'est l'alter-européisme. C'est-à-dire, une autre Europe est possible. On a eu l'alter-mondialisme, on a l'alter-européisme, une autre Europe est possible. Et ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, c'est complètement... tactiquement nul, stratégiquement nul, idéologiquement catastrophique. Je pense qu'on n'est pas encore sorti de cet épisode-là. Conclu, donc je pense pas. Ah, j'ai pas le droit. Non, mais alors ça sera juste une remarque. Une contribution. C'est que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous êtes le seul à ne pas dire ce que vous comptez faire après la sortie de l'euro. Parce qu'il y a donc François Ruffin qui défend un modèle protectionniste, Jacques Généreux aussi qui défend le modèle social, etc. Et vous, en fait, vous défendez une sortie de l'euro, mais pourquoi faire? Voilà, donc c'est un peu... J'ai dit que la sortie de l'euro, c'était le retour dans l'histoire. Et j'ai dit que c'était le retour au conflit démocratique, au conflit entre toutes sortes de solutions. Généreux a évoqué plein de questions techniques. Évidemment, pour le plaisir du jeu, je n'ai jamais dit quand j'étais d'accord avec lui. Mais quand il parlait d'économie, je veux dire, il était à peu près tout le temps raisonnable. Et c'est plutôt des gens comme lui qui ont les solutions techniques une fois qu'on est sorti. Et ensuite, c'est l'histoire. Donc en fait, ce qui se passe, on sort de l'euro, c'est un gros bordel, il y a un moment de désorganisation, de baisse du niveau de vie, et puis ensuite, je pense qu'on sous-estime énormément les ressources techniques, intellectuelles d'une société dynamisée par un tel choc. Il y a toute une dimension, c'est pas juste technique, c'est pas juste financier, c'est pas juste économique, c'est aussi vivre dans un pays où la classe dirigeante vient d'être délégitimée et vient d'être... Je veux dire, c'est 1940 sans les chars de la Wehrmacht, c'est merveilleux. Mais c'est 1000 choses après. Et ça, c'est pas mon domaine de compétence ou d'intérêt. Une dernière prise de parole, le monsieur devant qui demande le micro. Oui, contrairement, enfin, c'est pas en 80 qu'a été décidé tout cela. Je vous rappelle deux propos qui ont été tenus lorsque Georges Pompidou, Premier ministre du général de Gaulle, déclare au Paris Match du 14 septembre 1963, il dit « Je ne crois pas que l'objet de ce régime et l'action du général de Gaulle soit d'apporter la prospérité aux Français. » Deuxième déclaration, Rothschild, dans le journal Entreprise du 10 juillet 1970, déclare « Ce qu'il faut faire sauter, c'est le concept de nation. » Ce qui m'étonne, c'est que vous avez sous-estimé quand même le rôle des médias. C'est un abrutissement invraisemblable aujourd'hui qui est utilisé dans ces 40 journalistes, dont je rappelle qu'un certain nombre de ces individus touchent 15 000 € de l'heure
pour faire un baratin comme on voit Sarkozy. Comme ce soir. Alors, non, votre débat... Vous savez, on va se partager la caisse en sortant, ça va être divin. Votre débat est très très intéressant. J'étais pas au courant. Mais ceci dit, toute l'histoire, c'est vrai que les communistes ont été les premiers à voter contre le traité de Maastricht, et ils avaient raison. Ils ont été contre la Constitution européenne, ils avaient raison. Mais il y a eu un tel déferlement de mesquinerie, de méchanceté, de choses absolument sordides, fait par cette pseudo-élite qui nous balançait toujours leur carte de l'ENA ou je ne sais quoi, et on s'aperçoit aujourd'hui que ce sont des vulgaires larbins qui sont payés au niveau de l'Europe, pour certains hauts fonctionnaires, à 30 000, voire 34 000 euros, comme M. Barnier. Alors la soupe est bonne à ce moment-là, et effectivement, il est temps de revoir complètement, mais je voterai Front de gauche, parce que je pense que... Je propose, pour conclure, la dernière phrase de parole à François Ruffin, qui est celui qui... Il est d'accord tous les deux, et éventuellement, je pense, tous les trois. C'est-à-dire, c'est la... Oui, tous les quatre, oui, bon, mais c'est la question, je le redis, c'est comment on remet en marche l'histoire, et après on décide ce qu'on en fait. Et comme je pense que Todd est quand même largement meilleur quand je l'aurais écrit... C'est un intervieweur très bon et très spécial, parce que il est très contradicteur, mais sympa. Donc ça donne des trucs très intéressants, ces interviews. Et ensuite, il fait n'importe quoi avec le texte. C'est intégralement réécrit, et ça, je le jure. Et donc, quand je le cite ensuite, vous voyez, une espèce de ventriloquie. Et je peux pas démentir, parce que c'est très bien ce qu'il fait. Et donc, ça donne qu'on sort de ce cadre, donc le cadre de l'euro, et on revient à une histoire qui est notre histoire, avec des difficultés qui sont nos difficultés. On redevient maître de notre propre destin. Ce qui mine les gens actuellement, ce n'est pas simplement la baisse du niveau de vie, ou le chômage, ou des perspectives sombres, c'est le sentiment d'impuissance. Avec une appartenance collective, les gens débattent entre eux, éventuellement se foutent sur la gueule, prennent une décision, sont collectivement responsables de ce qui leur arrive. Je suis convaincu que malgré les difficultés inévitables d'une sortie de la zone euro, l'effet psychique serait bénéfique, serait extraordinaire sur tout le monde. Alors là, il se prend la tête comme s'il avait une migraine en maugréant. Je ne sais pas s'il accepterait de faire l'acteur comme ça. Voilà. Putain, mais on est là à se faire chier dans un ensemble de non-décisions, avec Bruxelles, avec Francfort, des négociations humiliantes, sans perspective, avec une histoire infiniment nulle qui se profile, et tout d'un coup, ça y est, on est dans la merde, ensemble, en tant que Français. On retrousse nos manches et on essaye de s'en sortir. C'est pas beau ça? Et la démocratie renaît, et au début on est un petit peu appauvri, mais on va quelque part, et nos enfants vont quelque part. Et je pense que c'est... Je vous propose de terminer sur ces beaux propos. Merci beaucoup. Le débat a été filmé et sera en ligne dans quelques temps. Une fois que les camarades les auront montés sur le site du Parti de gauche. Merci beaucoup et merci aux internautes.